Je vis mon gendre traîner ma fille Béatrice par les cheveux à travers la cuisine, tandis qu'elle criait de douleur. Et je terminais simplement mon café, les mains tremblantes, sachant que ce moment allait détruire sa vie à jamais. 48 heures plus tard, il perdrait tout. Je m'appelle Xavier Moreau. J'ai 63 ans et depuis 11 ans, je porte le poids de savoir que le mariage de ma fille était un mensonge bâti sur le contrôle et la peur. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais raconter cette histoire complète, non pour chercher l'absolution ou les applaudissements, mais parce que peut-être quelqu'un qui m'écoute reconnaîtra les signes que j'avais mis trop de temps à comprendre pleinement. Tout commença en mars 2012. Mon épouse Claire venait de décéder 6 mois auparavant après avoir lutté 2 ans contre le cancer. Béatrice avait 23 ans et fréquentait depuis 8 mois Adrien Dupont, un homme de 25 ans qui travaillait comme superviseur dans une entreprise de logistique. Il semblait éduqué, ambitieux, responsable. Il disait les bonnes choses au bon moment. Ma fille était amoureuse, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Quand Béatrice m'annonça qu'Adrien l'avait demandé en mariage, je ressentis quelque chose d'étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la joie, mais de l'inquiétude. J'avais remarqué de petites choses durant ces mois. Comment Adrien répondait à sa place quand on lui posait une question directement? Comment il vérifiait fréquemment son téléphone lorsque nous étions ensemble? Comment il l'écartait subtilement des conversations avec d'autres hommes lors des réunions de famille? Rien de dramatique, rien que je puisse signaler sans passer pour un père surprotecteur et paranoïaque. Mais j'avais été marié 32 ans à Claire. Je savais reconnaître la différence entre une attention sincère et un contrôle déguisé en préoccupation. Adrien ne prenait pas soin de Béatrice, il la surveillait. Je décidai de faire quelque chose que certains jugeront peut-être manipulateur, mais que je sais aujourd'hui avoir sauvé ma fille d'une destruction encore plus grande. Lorsque j'offris de leur acheter une maison comme cadeau de mariage, j'établis une condition que je présentais comme une protection juridique standard. La propriété serait enregistrée uniquement à mon nom jusqu'à ce qu'ils aient payé 50% de la valeur par mensualité sur 5 ans. Après cela, je transférerai tout au nom de Béatrice exclusivement, et non à celui du couple. Adrien protesta poliment, arguant qu'en tant qu'époux, il devrait avoir droit au patrimoine conjugal. Mais je maintenus ma position avec fermeté, expliquant que c'était mon argent et mes conditions. Si cela ne leur semblait pas juste, ils étaient libres de chercher un logement par eux-mêmes. Béatrice intercéda, le convainquant d'accepter parce que « papa veut juste nous protéger ». La vérité était autre. Je voulais avoir un contrôle absolu sur cet actif parce que quelque chose au fond de moi me criait qu'un jour, ma fille aurait besoin d'une porte de sortie et je voulais m'assurer que cette porte existe et que j'en ai la seule clé. J'achetai la maison dans le quartier de Chamartín, à Madrid, pour 280 000 €, format déjà correct. C'était un appartement de 3 pièces au 2e étage, avec un petit balcon et une cuisine récemment rénovée. Ils se marièrent en juin 2012. Je souriais sur les photographies, tandis qu'intérieurement, je calculais chaque mouvement futur. Durant les 2 premières années, les visites dominicales chez moi semblaient normales en surface. Mais j'observais, toujours j'observais. Je remarquais comment Béatrice avait cessé de mentionner ses amis de l'université, comment elle ne parlait plus de reprendre ses cours de photographie, comment elle portait des manches longues, même en été. Quand je lui demandais directement si elle était heureuse, elle souriait avec trop d'efforts et disait que oui, qu'elle était simplement fatiguée par le travail. Adrien était intelligent. Il ne montra jamais d'agressivité devant moi. Il était attentif, serviable, m'appelait « beau-père », avec un respect apparent. Mais je voyais la terreur microscopique dans les yeux de Béatrice chaque fois qu'elle disait quelque chose qui ne lui plaisait pas. Je voyais comment elle vérifiait sa réaction avant de répondre à toute question. Je voyais comment elle était devenue plus petite, plus silencieuse, plus absente. En 2014, Claire m'avait laissé un héritage de 412 000 € provenant de la vente de la maison de ses parents et d'assurance vie. Je n'avais pas besoin de cet argent. Je vivais confortablement avec ma pension de 38 ans de travail en tant qu'ingénieur industriel. Alors, je pris une autre décision stratégique. J'investis 380 000 € dans des fonds indiciels et des obligations d'État au nom de Béatrice, sur des comptes que seul moi pouvais gérer jusqu'à ce qu'elle ait 40 ans.
ou jusqu'à ce que je décide de transférer le contrôle. Je ne lui en dis rien. C'était mon arme secrète, mon filet de sécurité invisible, l'argent qui lui permettrait de fuir si un jour le mariage s'effondrait aussi catastrophiquement que je l'intuais. Les années suivantes confirmèrent chacune de mes suspicions. Béatrice quitta son emploi en 2015 parce qu'Adrien insista qu'il serait préférable pour leur relation qu'elle se concentre sur le foyer. 2 mois plus tard, je remarquai une ecchymose sur son bras droit. Elle dit qu'elle s'était cognée contre la porte de l'armoire. Je fis semblant de la croire, tandis qu'en moi, quelque chose se brisait. En 2017, elle apparut avec une coupure à la lèvre. « Je suis tombé dans les escaliers », expliqua Adrien. Il ajouta des détails. « Elle est très maladroite ces derniers temps. Je lui ai déjà dit qu'elle devait faire plus attention. » La façon dont il le dit, avec ce sourire condescendant, me fit serrer les poings sous la table. Mais je ne pouvais pas simplement l'accuser sans preuve. Je ne pouvais pas éloigner ma fille sans qu'elle-même ne reconnaisse le danger. Si je la pressais trop, Adrien l'isolerait complètement de moi. Je devais attendre le bon moment. Je devais être patient, stratégique, méticuleux. En août 2023, j'installai des caméras de sécurité dissimulées dans la maison. Je dis à Béatrice qu'elles servaient à prévenir les cambriolages après qu'une effraction eût été signalée dans l'immeuble voisin. Elle accepta sans se douter de rien. Adrien protesta initialement, mais il céda lorsque je lui expliquai que cela améliorerait la valeur de l'assurance habitation. Les caméras enregistrèrent 3 épisodes de violence verbale en septembre. Adrien lui criant dessus pour de la nourriture prétendument mal préparée. Adrien la traitant d'inutile parce qu'elle avait oublié d'acheter sa bière préférée. Adrien la menaçant de la jeter hors de chez lui si elle continuait à se comporter comme une enfant gâtée. Et puis arriva le dimanche 13 octobre 2023, le jour qui changea absolument tout. J'étais allé leur rendre visite comme chaque semaine. Béatrice prépara du poulet rôti aux pommes de terre, mon plat préféré. Adrien arriva en retard, de mauvaise humeur, se plaignant des embouteillages. Pendant le repas, Béatrice mentionna par hasard qu'elle avait pensé à chercher un travail à temps partiel dans une librairie du quartier. L'expression d'Adrien changea instantanément. Ses yeux s'assombrirent, sa mâchoire se crispa, mais devant moi, il dit seulement « Nous en parlerons plus tard, chérie », avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous finîmes de manger. Je me servis du café dans la cuisine pendant que Béatrice débarrassait les assiettes. Adrien alla aux toilettes. Ce moment de fausse normalité fut le calme avant la tempête. Quand Adrien revint, j'étais assis sur le canapé, consultant mon téléphone. J'entendis sa voix s'élever depuis la cuisine. « Qui te crois-tu être pour prendre des décisions sans me consulter ?» La voix de Béatrice répondit quelque chose que je ne parvins pas à entendre clairement. Alors j'entendis le cri. Je me levai et me dirigeai vers la cuisine. Ce que je vis me glaça le sang. Adrien tenait Béatrice agrippée par les cheveux, la traînant littéralement sur le sol de la cuisine, tandis qu'elle pleurait et le suppliait de la lâcher. Il lui criait « C'est ma maison. Tu ne décides rien, rien. » Nos regards se croisèrent. Adrien me regarda avec un mépris absolu, comme si j'étais un vieil homme insignifiant qui ne représentait aucune menace. Il lâcha Béatrice d'une poussée et sortit de la maison en claquant la porte. Je ne bougeai pas immédiatement. Je restai là, immobile, tenant ma tasse de café avec des mains qui tremblaient violemment. Béatrice était par terre, en pleurs, des mèches de cheveux éparpillées autour d'elle. Tandis que je l'aidais à se relever, tandis que je l'embrassais et la sentais trembler contre ma poitrine, mon esprit calculait déjà, revoyait les options, planifiait chaque mouvement de la guerre qui venait de commencer. Adrien Santorès, consistant dans tout le texte, avait commis la plus grande erreur de sa vie, me sous-estimer. Et en 48 heures, il allait découvrir exactement qui était Xavier Moreau. Cette nuit du 13 octobre 2023 changea quelque chose de fondamental en moi. Après qu'Adrien fut sorti en claquant la porte, je restai avec Béatrice dans cette cuisine qui sentait le poulet rôti et la tragédie. Elle pleurait dans mes bras, tremblant comme lorsqu'elle était enfant et faisait des cauchemars. Mais je n'étais plus le père qui consolait innocemment. J'étais un homme qui venait d'assister au franchissement d'une ligne rouge sans retour possible.
Je l'assis sur le canapé avec précaution. Je lui préparai une tisane de camomille qu'elle toucha à peine. Ses mains tremblaient encore en tenant la tasse. Elle avait des marques rouges sur le cuir chevelu, là où Adrien l'avait agrippée. Des mèches éparses sur ses épaules, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. « Papa, s'il te plaît, ne dis rien », furent ses premiers mots cohérents. « Ça va empirer si tu t'en mêles. Il était juste stressé par le travail. Ce n'est pas toujours comme ça. Je te jure que… » Je l'interrompis avec douceur, mais fermeté. « Béatrice, j'ai besoin que tu me répondes avec une honnêteté absolue. Depuis combien de temps cela dure-t-il » Elle baissa le regard. Un long et douloureux silence s'ensuivit. Finalement, elle murmura « 3 ans, peut-être 4. Au début, ce n'était que des mots, puis des bousculades occasionnelles. Après, je ne sais plus quand ce n'est plus devenu occasionnel. » Je sentis quelque chose se briser dans ma poitrine. 4 ans. Ma fille vivait un enfer depuis 4 ans, tandis que je prenais un café dans son salon chaque dimanche, feignant que tout allait bien parce que je n'avais pas de preuves concrètes suffisantes pour agir. Je sortis mon téléphone portable. Il me fallait photographier les marques maintenant, tant qu'elles étaient fraîches. Béatrice s'effraya. « Pourquoi faire ? Je ne vais pas le dénoncer. Tu ne peux pas m'y obliger. Il va revenir à tout moment et si jamais il voit, il ne verra rien, l'assurai-je. Fais-moi confiance. » D'une main étonnamment ferme, je pris 12 photographies sous différents angles. Le cuir chevelu rougi, les mèches arrachées que j'avais ramassées sur le sol de la cuisine et rangées dans un petit sac en plastique trouvé dans un tiroir. Je photographiais également une ecchymose jaunâtre sur son bras gauche, qui datait clairement de plusieurs jours, et une autre sur sa cuisse droite qu'elle ne savait pas que j'avais remarquée lorsqu'elle s'était levée du canapé. « Il y a autre chose que tu dois savoir ?» lui dis-je lorsque j'eus fini de tout documenter. « Quelque chose que je ne t'avais pas dit parce que j'espérais ne jamais avoir à l'utiliser. » Je la regardai droit dans les yeux. « Il y a 3 mois, j'ai installé des caméras de sécurité cachées dans cette maison. » Béatrice pâlit. « Quoi ? Pourquoi ferais-tu cela sans me le dire ? Parce qu'en juillet, tu es apparu avec une ecchymose aux côtes que tu m'avais dit être faite en te cognant contre le plan de travail. Mais la forme de l'ecchymose était celle de phalanges, Béatrice, des phalanges de poing fermés. Et j'avais besoin de connaître la vérité parce que tu n'allais pas me la dire volontairement. » Elle se remit à pleurer. « Papa, c'est une invasion de la vie privée. Tu n'en avais pas le droit. »« Tu as raison, » admis-je, sans me défendre. J'ai franchi des lignes éthiques que je n'aurais peut-être pas dû franchir, mais je préfère porter cette culpabilité plutôt que d'identifier ton corps à la morgue un jour, parce que je n'aurais pas agi quand j'en avais la possibilité. Le silence qui suivit fut dense et électrique. Béatrice digérait tout cela, tandis que les larmes continuaient de couler sur ses joues. Je respirais profondément, essayant de maintenir le calme stratégique dont j'aurais besoin pour la suite. « Quand enregistrer les caméras ?» demanda-t-elle finalement d'une petite voix. J'ouvris l'application sur mon téléphone. Je lui montrai 3 clips que j'avais sauvegardés du mois de septembre. Dans le premier, Adrien lui criait dessus pour avoir acheté du pain complet au lieu de pain blanc, la traitant de stupide et jetant le sac contre le mur. Dans le second, il la coinçait contre le réfrigérateur tandis qu'il lui hurlait dessus à quelques centimètres de son visage pour avoir répondu à un message de sa cousine sans lui avoir demandé la permission au préalable. Dans le troisième, enregistré seulement une semaine auparavant, il la poussait avec force contre la table de la salle à manger parce qu'elle avait suggéré de rendre visite à une amie d'enfance. Béatrice pleurait en regardant les enregistrements. Je ne savais pas qu'ils étaient si fréquents. Je crois que mon esprit les bloque après, comme s'ils ne s'étaient pas vraiment produits. Cela s'appelle un traumatisme, lui expliquai-je avec douceur. Ton cerveau te protège en te dissociant des souvenirs les plus douloureux. Mais cela te fait aussi normaliser l'abus et perdre la perspective de la gravité réelle de la situation. Je pris ses mains entre les miennes. Béatrice, écoute-moi bien. Ce à quoi j'ai assisté aujourd'hui n'était pas un accident. Ce n'était pas du stress lié au travail, ni un moment de perte de contrôle. C'était une violence calculée, conçue pour te soumettre et te terroriser. Et cela va s'aggraver. Cela s'aggrave toujours. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-elle d'une voix brisée.
Je n'ai pas d'argent à moi. Je n'ai pas de travail. Cette maison vous appartient légalement à tous les deux. Je n'ai nulle part où aller si je le quitte. » C'était ça, le moment que j'avais préparé pendant 11 ans sans savoir exactement quand il arriverait. « Tu as plus que tu ne le crois ?» lui dis-je. « Mais d'abord, j'ai besoin de passer un appel. Tu me fais confiance ?» Elle hocha lentement la tête. « J'ai toujours eu confiance en toi, papa. Même quand je n'aurais pas dû. » Je composais le numéro de Michel Alvarez, tel qu'utilisé majoritairement dans le texte, mon meilleur ami depuis l'université et l'un des avocats les plus respectés en droit de la famille à Madrid. Il était 22h30. Il répondit à la 3e sonnerie. « Xavier, qu'est-ce qui se passe? C'est dimanche soir. »« Michel, j'ai besoin de ton aide d'urgence. C'est à propos de Béatrice. Son mari vient de l'agresser physiquement devant moi. J'ai des photographies des blessures et des enregistrements vidéo d'incidents précédents. J'ai besoin de savoir exactement quelle démarche légale je dois suivre dans les prochaines heures. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Michel devint complètement professionnelle. « Elle est en sécurité en ce moment? Où est-elle? » « Il est parti furieux il y a 1 heure. Nous ne savons pas quand il reviendra. Elle est avec moi. » « Bien. Écoute-moi attentivement. Ne supprime rien de téléphone. Ne modifie aucun enregistrement. Demain matin, à la 1re heure, à 8 heures du matin, je veux que vous veniez tous les deux à mon bureau. Nous allons préparer une plainte formelle et demander une ordonnance de protection d'urgence. La maison est au nom de qui? À mon nom exclusivement. Je n'ai jamais transféré la propriété. J'entendis Michel exhaler un soupir de soulagement. Grâce à Dieu, cela nous donne un avantage juridique énorme. Nous pouvons lancer une procédure d'expulsion simultanément à l'ordonnance de protection. Il n'a aucun droit sur l'immeuble. Combien de temps cela prendra-t-il? Si les preuves sont aussi solides que vous le décrivez, je peux obtenir une ordonnance d'urgence en 48 heures maximum. Peut-être moins si le juge de permanence est disponible demain. Mais Xavier, il faut que tu comprennes quelque chose. Cela va devenir laid. Il va contre-attaquer. Il va tenter de la manipuler pour qu'elle retire sa plainte. Il va menacer, supplier, promettre des changements. J'ai besoin de savoir si Béatrice est mentalement prête à tenir bon jusqu'au bout. Je regardais ma fille. Elle avait écouté toute la conversation, car j'avais mis le haut-parleur. Ses yeux montraient de la terreur, mais aussi quelque chose d'autre que je n'avais pas vu depuis des années. Une détermination naissante. « Demande-lui, » dis-je à Michel. Béatrice prit le téléphone, les mains tremblantes. « Monsieur Alvarez, je suis Béatrice. J'ai peur, mais je suis plus fatiguée qu'effrayée. Faites ce que vous avez à faire. Je coopérerai entièrement. » Michel répondit avec chaleur. « Tu es très courageuse, Béatrice. Demain, nous allons commencer à bâtir ta sortie de cette situation. Reposez-vous autant que vous le pouvez cette nuit. Et Xavier, s'il revient et qu'il y a le moindre signe de danger, appelez immédiatement la police. N'essaie pas de jouer les héros physiques. Utilise les enregistrements, utilise les lois, utilise le système. C'est ainsi que nous gagnerons. » Nous raccrochâmes. Béatrice me regarda, les yeux embués. « Papa, j'ai peur de ce qui va se passer quand il découvrira que nous le dénonçons. » « Moi aussi j'ai peur, » admis-je honnêtement. Mais la peur ne peut pas nous paralyser quand l'alternative est de continuer à vivre dans cet enfer. Demain commence ta liberté. Tu as juste besoin de tenir un peu plus longtemps. Cette nuit-là, je restai sur le canapé du salon. Béatrice dormit dans la chambre, la porte verrouillée. Adrien ne revint pas. Je ne dormis pas un instant, révisant encore et encore les enregistrements, mémorisant chaque détail, me préparant mentalement à la bataille juridique qui était sur le point de se déclencher. Le lundi 14 octobre, à 7 heures du matin, je préparais un café fort pour nous deux. Béatrice sortit de la chambre avec de profondes cernes, mais le menton levé. « Je suis prête », me dit-elle simplement. Et je sus à ce moment-là que Adrien Santores, consistant dans tout le texte, avait perdu avant même que la guerre ne commence officiellement. Le cabinet de Michel Alvarez Molina se trouvait dans le quartier de Salamanque, un immeuble de verre et d'acier qui projetait l'autorité par sa structure même. Nous arrivâmes le lundi 14 octobre à 8h10 du matin. Béatrice portait des lunettes de soleil pour cacher ses yeux gonflés. Je transportais un dossier contenant les photographies imprimées et une clé USB avec tous les enregistrements.
Michel nous accueillit personnellement à la réception. Il nous conduisit à une salle de réunion privée, au mur de bois sombre, et à une longue table où il avait déjà préparé des formulaires juridiques, un bloc-notes et un enregistreur numérique. « Avant de commencer avec les formalités officielles, » dit Michel en regardant directement Béatrice, « j'ai besoin que tu comprennes qu'une fois que nous aurons lancé ce processus, les choses vont évoluer rapidement. Adrien recevra des notifications. Il va se sentir acculé. Les hommes violents sont plus dangereux lorsqu'ils perdent le contrôle qu'ils croyaient avoir. Es-tu absolument certaine de vouloir poursuivre ? » Béatrice retira ses lunettes. Les marques rouges sur son cuir chevelu avaient évolué en ecchymose, violacée pendant la nuit. « Cela fait 4 ans que je me sens acculé. C'est à son tour de ressentir la même chose. » Michel hocha la tête en signe d'approbation. « Bien, alors commençons. » Pendant les 3 heures suivantes, nous reconstruisîmes méticuleusement l'histoire des abus. Michel enregistra le témoignage complet de Béatrice tandis qu'elle décrivait épisode après épisode. La première fois qu'Adrien l'avait poussée parce qu'elle était arrivée 15 minutes en retard après avoir rendu visite à son père. La fois où il lui avait tordu le bras parce qu'un collègue masculin lui avait envoyé un message innocent par WhatsApp. L'occasion où il l'avait enfermée dans la chambre pendant 6 heures en guise de punition pour l'avoir contredit devant ses amis. J'écoutais, l'estomac noué, découvrant des détails que je n'avais jamais imaginés. Chaque révélation était un coup de poignard. Ma fille avait survécu, et non vécu, pendant des années, tandis que je croyais naïvement qu'il suffisait d'être patient et d'observer. Michel examina minutieusement les photographies et les enregistrements vidéo. Il prit des notes détaillées. Lorsque Béatrice mentionna qu'Adrien vérifiait constamment son téléphone, Michel demanda « Gardes-tu des messages où il te menace ou t'insulte ?» Béatrice hésita. « Il m'a forcé à supprimer WhatsApp il y a 6 mois. Il disait que je l'utilisais pour flirter avec d'autres hommes, ce qui n'a jamais été vrai. Mais peut-être que je peux récupérer les anciens messages de la sauvegarde dans le cloud. »« Fais-le maintenant !» ordonna Michel en lui tendant son téléphone. « Nous avons besoin de toutes les preuves disponibles, » dit Michel. Pendant que Béatrice s'affairait à récupérer les messages, Michel se tourna vers moi, Xavier. « Xavier, les enregistrements que tu as obtenus sont juridiquement complexes car tu les as installés sans le consentement des 2 parties. En Espagne, cela peut poser problème. Cependant, dans les affaires de violence domestique, les tribunaux se montrent généralement plus flexibles si les preuves démontrent un danger réel et s'il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir des éléments. Nous allons plaider la nécessité impérieuse de protection. »« Y a-t-il un risque qu'elle soit rejetée ?» demandai-je avec inquiétude. « Il y a toujours un risque, mais combiné aux photographies des blessures, aux témoignages de Béatrice et si nous obtenons les messages menaçants, nous avons un dossier solide, même sans les enregistrements. Ils sont notre artillerie lourde, pas notre seule arme. » Béatrice leva les yeux de son téléphone, l'expression horrifiée. « Papa, il y a plus de 200 messages que j'avais bloqués de ma mémoire. Regarde-les. » Elle me tendit le téléphone. Je commençai à lire. Les messages dataient de 2019 jusqu'à 6 mois auparavant, quand il l'avait forcé à désinstaller l'application. « Si tu regardes encore cet imbécile, je te jure que tu le regretteras. Tu es à moi. Personne d'autre ne pourra jamais t'avoir. Ton père est un vieil homme pathétique. Quand tu hériteras de son argent, je le chasserai de nos vies. Tu es toujours aussi inutile. Je ne sais pas pourquoi je t'ai épousé. Si tu oses encore mentionner chercher du travail, je vais te montrer qui commande ici. » Il y en avait des dizaines d'autres, des centaines. Un registre complet de manipulation, de menaces et de dégradation psychologique. Michel les lut tous, l'expression de plus en plus sombre. « C'est de l'or juridique ?» dit-il finalement. « Un schéma clair d'abus soutenu. Je vais imprimer tous ces messages et les joindre à la plainte. Béatrice, j'ai besoin que tu fasses une déclaration sous serment certifiant que ces messages proviennent du téléphone d'Adrien et qu'ils n'ont pas été altérés. »« Je le ferai, » répondit-elle d'une voix ferme. Michel prépara alors les documents pour la plainte officielle et la demande d'ordonnance de protection. Pendant qu'il travaillait, il me prit à part dans le couloir. « Xavier, j'ai besoin de te demander quelque chose qui ne te plaira peut-être pas, » dit-il à voix basse.
Je veux engager un détective privé pour suivre Adrien pendant les 48 prochaines heures. Nous devons savoir où il se trouve, ce qu'il fait, s'il représente un risque immédiat. Je veux aussi qu'il enquête sur ses finances. Des hommes comme lui cachent fréquemment des secrets qui peuvent être utilisés comme levier supplémentaire. « Combien cela coûte-t-il » demandai-je. « Entre 2 000 et 3 000 euros, selon le temps que cela prendra, mais cela vaut chaque centime si nous trouvons des informations utiles. » « N'hésite pas. Fais-le. As-tu quelqu'un de confiance ? Le meilleur ? Il s'appelle Robert Campos, tel qu'utilisé majoritairement, un ancien policier. Il travaille maintenant sur des affaires privées. Discret, efficace, implacable si nécessaire. Michel passe à l'appel sur le champ. Robert accepta l'affaire immédiatement et convint de nous rencontrer cet après-midi-là pour recevoir des photographies d'Adrien et des détails sur ses routines. Nous retournâmes à la salle de réunion. Béatrice avait fini de signer tous les documents nécessaires. Michel révisa tout méticuleusement. Puis il nous regarda tous les deux avec sérieux. « Je vais déposer cela devant le juge des référés dans 2 heures. Avec les preuves que nous avons, je suis confiant d'obtenir une ordonnance de protection pour demain après-midi au plus tard. Cela signifie qu'Adrien ne pourra pas s'approcher de Béatrice à moins de 500 mètres. Simultanément, Xavier, toi, en tant que propriétaire légal du logement, tu vas déposer une demande d'expulsion pour violence domestique perpétrée sur ta propriété. Ce sont 2 fronts légaux qui attaquent en même temps. Et s'il tente de contacter Béatrice avant que l'ordonnance ne soit active ? Demandai-je. Ne réponds pas aux appels, ne lis pas les messages. S'il apparaît physiquement, tu appelles le 17 immédiatement. N'essaie pas de raisonner avec lui ni de lui expliquer quoi que ce soit. Le silence absolu est ta meilleure défense jusqu'à ce que les protections légales soient en vigueur. Nous quittâmes le bureau de Michel vers midi. J'emmenai Béatrice dans un hôtel discret à Chambéry où je réservais une chambre sous mon nom. Elle ne pouvait pas retourner à la maison. C'était trop risqué. « Papa, je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas mes affaires. »« Tout est là-bas, » dit-elle avec angoisse. « Nous achèterons le nécessaire, les objets matériels sont remplaçables. Toi ? Non. » Nous déjeunâmes dans la chambre d'hôtel. Béatrice toucha à peine sa nourriture. Je n'avais pas non plus d'appétit, mais je me forçais à manger car je savais que j'aurais besoin d'énergie pour ce qui allait arriver. À 17 heures, nous rencontrâmes Robert Campos, tel qu'utilisé majoritairement, dans un café près de l'hôtel. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec une calvitie naissante et un regard perçant qui analysait tout constamment. Je lui remis des photographies récentes d'Adrien et lui expliquai ses routines. Il travaillait dans une entreprise de logistique à Alcobendas. Il terminait son service à 18 heures. Il fréquentait habituellement une salle de sport à Arturo Soria les lundis et mercredis. Robert prit des notes exhaustives. « J'ai besoin de 48 heures. Je vais le suivre. Documenter ses mouvements, observer ses rencontres, enquêter sur ses finances. Si j'accède à des informations publiques, s'il y a des secrets, je les trouverai. » « Quelle est la probabilité que vous trouviez quelque chose ?» demanda Béatrice. Robert sourit avec un cynisme professionnel. « En 30 ans à faire ce métier, j'ai appris que les abuseurs ont presque toujours plus d'un secret. Le contrôle qu'ils exercent sur leurs victimes compense généralement le manque de contrôle qu'ils ont dans d'autres domaines. Donnez-moi du temps. S'il y a quelque chose, je le découvrirai. » Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel, Béatrice s'effondra complètement. Elle pleura pendant des heures. Je la serrai contre moi tandis qu'elle tremblait, expulsant des années de peur et de douleur accumulées. Je n'essayais pas de la consoler avec des mots creux, je fus simplement présent. Vers minuit, quand elle se calma enfin, elle me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Papa, j'ai tellement peur de prendre la mauvaise décision. Et si cela empirait tout ? Et si après, je ne pouvais pas reconstruire ma vie ? » « La peur est normale, » lui répondis-je. « Mais souviens-toi de ceci. Tu n'es plus seul face à un monstre dans l'obscurité. Maintenant, tu as des alliés, des preuves, et le poids de la loi de ton côté. Et tu as un père qui ne permettra jamais qu'on te détruise tant qu'il aura de l'air dans les poumons. » 2 jours plus tard, le mercredi 16 octobre, Robert Campos, tel qu'utilisé majoritairement, m'appela à 11 heures du matin. Sa voix sonnait satisfaite. « Xavier, j'ai trouvé quelque chose d'important. J'ai besoin que vous veniez à mon bureau immédiatement. Amenez Béatrice.
Cela change absolument tout. Le bureau de Robert Campos, tel qu'utilisé majoritairement, se trouvait dans un immeuble discret de Tetuan, au 3e étage sans ascenseur. Béatrice et moi arrivâmes passer 12 heures. Robert nous attendait, des dossiers ouverts sur son bureau, avec l'expression de quelqu'un qui vient de déterrer de l'or. « Asseyez-vous », nous indiqua-t-il en verrouillant la porte. « Ce que je vais vous montrer est de la dynamite pure. » Il ouvrit le premier dossier. À l'intérieur se trouvaient des photographies prises au téléobjectif. Adrien sortant de son travail le mardi après-midi. Adrien entrant dans un immeuble d'appartements à Prosperidad. Adrien embrassant une jeune femme dans le hall. La même femme le raccompagnant 2 heures plus tard. Béatrice resta paralysée, fixant les images. Son visage passa du choc à quelque chose qui ressemblait à un soulagement amer. « Son nom est Christine Vargas », continua Robert. « Elle a 26 ans. Elle travaille comme vendeuse dans une boutique de vêtements au centre commercial La Baguada. Ils se fréquentent depuis environ 2 ans, d'après ce que j'ai pu confirmer auprès des voisins de l'immeuble où elle vit. Adrien lui rend visite régulièrement, 2 ou 3 fois par semaine. « 2 ans, murmura Béatrice, pendant que je croyais que ces absences étaient dues à des heures supplémentaires. » Robert hocha la tête avec une empathie professionnelle, mais sans s'arrêter. « Y a-t-il autre chose ?» J'ai enquêté sur ses finances en accédant au registre public des saisies et des dettes. Adrien a de sérieux problèmes de ludopathie. Il doit 32 000 € à des sites de paris en ligne et à des prêteurs privés. Il a détourné de l'argent des comptes joints qu'il partage avec vous pour couvrir les paiements minimums. Il sortit des extraits bancaires qu'il avait obtenus grâce à ses contacts dans le système financier. Il surligna en jaune des virements mensuels qui partaient du compte joint de Béatrice et Adrien vers des comptes de sociétés de paris sportifs et de prêts rapides. De plus, Robert glissa une autre série de documents. J'ai découvert que le mois dernier, il avait tenté de demander un prêt hypothécaire en utilisant l'adresse de la maison de Chamartin comme s'il en était le propriétaire. La banque a rejeté la demande après avoir vérifié qu'il ne figurait pas comme propriétaire enregistré. Mais la tentative a été documentée. Je sentis mon sang bouillir. Il prévoyait d'hypothéquer la maison sans notre consentement pour payer ses dettes. Exactement. Et il y a un détail encore plus troublant. Robert sortit un rapport imprimé. Hier soir, après que vous ayez déposé la plainte, Adrien a rencontré 2 hommes dans un bar de Carabanchel. J'ai réussi à les photographier et l'un de mes contacts à la police les a identifiés. Ce sont des recouvreurs de dettes ayant des antécédents d'extorsion et d'agression. La conversation semblait tendue. Adrien est sorti du bar visiblement perturbé. Béatrice porta les mains à sa bouche. « Ces hommes vont venir me chercher. Ils croient que j'ai leur argent ?»« Je ne crois pas, » répondit Robert. Mais Adrien est désespéré. Les murs se referment sur lui. Il a perdu l'accès à la maison qu'il pensait pouvoir utiliser comme garantie. Vous avez déposé plainte. Son monde s'écroule. Des hommes dans cette situation prennent des décisions irrationnelles. Je regardai Béatrice et vis la panique grandir dans ses yeux. Je reconnus cette expression. C'était la même qu'elle avait chaque fois qu'elle envisageait de reculer, chaque fois que la peur menaçait de la paralyser. « Béatrice, » dis-je en lui prenant les mains, « écoute-moi. Je sais que c'est terrifiant. Je sais qu'une partie de toi pense probablement qu'il serait plus facile de retirer la plainte, de retourner avec lui, de faire comme si rien ne s'était passé. » Elle ne répondit pas, mais ses yeux le confirmèrent. « Mais tu dois comprendre quelque chose de crucial. » Musica. Je continuais. Si tu recules maintenant, il saura qu'il peut te contrôler par la peur pour toujours. Et avec ses dettes, avec ses créanciers qui le pressent, il va faire de toi son punching ball permanent. Il va te blâmer pour tout ce qui tourne mal dans sa vie et Musica, finalement, à un moment de rage, quand il perdra complètement le contrôle, il ira trop loin. Musica. Et alors il sera peut-être trop tard. Béatrice pleurait en silence. Mais papa, quelles options ai-je vraiment? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'emploi. Si je le quitte, comment vais-je survivre? Le moment était venu de révéler le secret que j'avais gardé pendant 11 ans. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais raconté. Je commençais en respirant profondément. Quand ta mère est décédée en 2014,
Elle m'a laissé un héritage de 412 000 € provenant de la vente de la maison de tes grands-parents et d'assurance vie. Musica. Béatrice me regarda, confuse. Je sais. As-tu utilisé cet argent pour ta retraite? Non, pas exactement. J'ai utilisé 32 000 pour des dépenses immédiates et des réparations dans mon appartement. Le reste, je l'ai investi pour toi. Je sortis de ma mallette un dossier que j'avais apporté de la banque ce matin-là. À l'intérieur se trouvaient les relevés d'un compte d'investissement au nom de Béatrice Moreno Vega, géré fiduciairement par Xavier Moreau jusqu'à ses 40 ans, ou jusqu'à ce que je décide de transférer le contrôle total. 380 000 €, dis-je en montrant le solde final. Musica investit dans des fonds indiciels et des obligations d'État pendant 11 ans. Avec les rendements accumulés, le total s'élève aujourd'hui à 423 000 € et 50 centimes. Béatrice regardait les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Non, je ne comprends pas pourquoi tu ne me l'as jamais dit. Parce que j'avais besoin que ce soit ton filet de sécurité absolu. Si je te l'avais dit, tu aurais peut-être ressenti la pression de l'utiliser pour des choses du mariage ou Adriane aurait trouvé un moyen d'y accéder. Il devait être invisible jusqu'au moment exact où tu en aurais besoin pour te libérer. Et ce moment est maintenant. Musica? Roberto observait la scène avec une discrétion professionnelle. Miguel m'avait raconté que Roberto avait vu d'innombrables cas de violence domestique durant ses années en tant que policier. Il savait reconnaître les moments décisifs. Béatrice continuait de traiter l'information, sous le choc. 423 000 €. Cette musica, c'est suffisant pour vivre indépendamment pendant des années pendant que tu reconstruis ta vie, complètai-je, pour payer une thérapie, pour démarrer une entreprise, si tu veux, pour avoir la liberté qu'il t'a volée, mais seulement si tu poursuis le processus légal. Si tu recules maintenant, cet argent restera bloqué, car je ne vais pas permettre que tu l'utilises pour financer une vie d'abus continu. Ce fut dur de dire cela, mais nécessaire. Béatrice avait besoin de comprendre que la sortie existait, mais qu'elle exigeait de traverser complètement le pont, de ne pas rester à mi-chemin. Elle respira profondément plusieurs fois. Musica. Quand elle parla finalement, sa voix sonnait différemment, plus ferme, plus décidée. Je veux signer tout ce qui est nécessaire. Je veux que la maison passe à mon nom. Je veux qu'Adriane soit expulsée. Je veux le divorce. Et je veux avoir accès à cet argent parce que tu auras raison. Je vais en avoir besoin pour me reconstruire à partir de zéro. Je ressentis de la fierté et de la douleur simultanément. Fierté parce que ma fille retrouvait sa colonne vertébrale. Douleur parce qu'il avait fallu si longtemps pour en arriver là. Roberto intervint. Alors, j'ai un contact à la police qui peut assigner des patrouilles supplémentaires près de l'hôtel où il séjourne et près de la maison de Chamartin. Ce n'est pas une protection officielle 24 heures sur 24, mais cela aide. Je recommande également qu'il change d'hôtel tous les 3 ou 4 jours par précaution. Fais-le, Musica, lui demandai-je. Toutes les dépenses iront sur mon compte. Cet après-midi-là, nous allâmes directement chez Miguel. Nous lui montrâmes tout ce que Roberto avait découvert. Miguel sourit comme un requin sentant le sang. C'est mieux que ce que j'espérais. Infidélité documentée, dette cachée, tentative de fraude hypothécaire. Je vais le détruire légalement. Le juge accordera l'ordonnance de protection demain, sans aucun doute, et nous allons accélérer l'expulsion. Musica. Avec ces preuves, nous pouvons le faire sortir de la maison en 1 semaine maximum. Nous préparâmes alors les documents de transfert de propriété. Moi, en tant que propriétaire enregistré, je signai la cession totale du logement au nom exclusif de Béatrice. Elle signa en acceptant la propriété. Miguel certifia le tout devant notaire. Ce même après-midi, nous sortîmes de l'étude notariale à la tombée de la nuit. Béatrice marchait différemment, comme si un poids invisible s'était légèrement allégé de ses épaules. « Papa », me dit-elle, pendant que nous attendions un taxi. « Merci de ne pas avoir renoncé à moi, même quand j'avais renoncé à moi-même. »« Les parents n'abandonnent jamais, » répondis-je simplement. À l'occasion, nous attendons simplement le bon moment pour agir. Le taxi nous conduisit à un nouvel hôtel à Moncloa, où Robert avait réservé une chambre sous un faux nom pour une sécurité accrue. Cette nuit-là, je dormis mieux que depuis des semaines, sachant que nous avions dépassé le point de non-retour. Adrien Saint-Orès recevrait les documents légaux le lendemain et sa vie
telle qu'il la connaissait, était sur le point de s'effondrer complètement. Le jeudi 17 octobre 2023, nous reçûmes l'appel de Michel à 10 heures du matin. Sa voix transmettait une satisfaction contenue. « Nous y sommes parvenus. Le tribunal a approuvé l'ordonnance de protection il y a 20 minutes. Adrien sera officiellement notifié demain vendredi à 16 heures sur son lieu de travail. Simultanément, un huissier de justice remettra l'injonction d'expulsion au domicile. Je veux que ce soit public, bruyant, humiliant, que ses collègues le voient, qu'ils comprennent que sa façade d'homme respectable vient de s'effondrer. » Béatrice écoutait avec une expression complexe, mêlant soulagement et terreur anticipée. « Et s'il devient violent quand il recevra les papiers ? C'est pourquoi j'ai tout coordonné avec une précision chirurgicale, expliqua Michel. La notification sur son lieu de travail a lieu en premier. Il sera entouré de témoins, sous la pression sociale de garder son calme. Au moment où l'huissier de justice arrivera à la maison, il aura déjà remis l'expulsion et un serrurier aura changé toutes les serrures. Ses affaires seront emballées à l'entrée. Il ne pourra pas entrer physiquement, même s'il le voulait. « C'est légal ?» demandai-je. « Retirer ses affaires sans qu'il soit présent ? En tant que propriétaire du bien immobilier, vous avez le droit d'expulser quiconque commet des actes de violence sur votre propriété. L'ordonnance de protection plus l'expulsion forment une combinaison juridique dévastatrice. Il perd simultanément l'accès à Béatrice et au lieu où il vivait. Un double coup qui le laisse complètement désorienté. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je repassais mentalement chaque scénario possible. Et si Adrien parvenait à déjouer l'huissier de justice ? Et s'il découvrait où nous logions ? Et si son désespoir le rendait encore plus dangereux ? Mais j'avais pris une décision il y a quelques jours. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Ma fille méritait la liberté, même si le chemin vers elle fut semé d'incertitudes. Le vendredi se leva gris et pluvieux. Béatrice et moi déjeunâmes en silence dans la chambre d'hôtel. Elle jouait avec une tartine qu'elle ne mangeait pas. Je buvais café après café, essayant de calmer des nerfs que je n'avais pas ressentis depuis des décennies. À 15h40, Michel nous envoya un message. « Je suis en route pour l'entreprise de logistique où travaille Adrien. L'huissier de justice arrivera dans 10 minutes. Je veux être présent lorsqu'il recevra la notification. Je vous tiendrai informé. » Les 30 minutes suivantes furent éternelles. Béatrice allait et venait dans la pièce comme un animal en cage. J'essayais de lire les nouvelles sur mon téléphone, mais les mots ne prenaient aucun sens. À 16h18, le message de Michel arriva. Notification remise. Adrien est sous le choc. Il a lu les documents devant son superviseur et 3 collègues. Il est devenu pâle. Il a essayé d'appeler Béatrice, mais évidemment, elle n'a pas répondu. Il est maintenant en route pour la maison. Le serrurier a déjà terminé. Tout est prêt. Béatrice laissa échapper un sanglot. Cela se produit. Il n'y a vraiment pas de retour en arrière. Il n'y en a jamais eu, lui rappelai-je avec douceur. Cela a commencé dimanche quand il a franchi la ligne. Nous ne faisons que réagir. Robert Campos avait positionné l'un de ses collaborateurs près de la maison pour documenter la réaction d'Adrien. À 17h40, des mises à jour commencèrent à arriver par message texte. Le sujet est arrivé en taxi, a vu les valises à l'entrée, a essayé d'ouvrir avec ses clés. Elles ne fonctionnent pas, il crie des obscénités, donne des coups de pied dans la porte. Des voisins observent depuis les fenêtres. 2 minutes plus tard, le sujet a lu les documents d'expulsion, a froissé les papiers, les a jetés par terre. Il tente de forcer la serrure avec une carte de crédit. Échec. 3 minutes plus tard, le sujet appelle quelqu'un par téléphone. Conversation agitée. Il mentionne des avocats et de fausses plaintes. Une voisine du 4e étage lui crie d'arrêter de faire du scandale. Alors arriva le message que nous attendions avec appréhension. Le sujet a reculé de 3 mètres et a couru vers la porte, essayant de la défoncer avec son épaule. Impact fort, la porte a résisté. Un voisin du 2e étage est sorti et a menacé d'appeler la police. Le sujet l'a insulté. La situation s'envenime. Michel réagit immédiatement. Il appela le numéro d'urgence depuis son téléphone. Je dois signaler un homme qui tente d'entrer violemment dans une propriété privée. Rue Alcala numéro... Il donna l'adresse exacte.
Une ordonnance de protection est déjà en vigueur contre lui. Nom: Adrien Saint-Torres. Numéro de pièce d'identité. 6 minutes plus tard, la mise à jour finale de Robert arriva. 2 patrouilles de police sont arrivées. Les agents ont parlé au sujet. Ils ont vérifié l'ordonnance de protection dans le système. Le sujet a soutenu que la maison lui appartenait. Les agents ont vérifié le registre de propriété sur une tablette. Ils ont confirmé qu'elle appartenait à Xavier Moreno-Ruiz. Le sujet s'est encore plus agité. Il a tenté de pousser un agent, a été maîtrisé et menotté. Ils l'ont fait monter dans la voiture de patrouille. Il a été arrêté pour résistance à l'autorité et tentative d'effraction. Béatrice s'est effondrée sur le lit, les mains couvrant son visage. Je ne savais pas si elle pleurait de soulagement ou d'horreur face à ce qui venait de se déchaîner. Michel a appelé quelques minutes plus tard. Parfait. Mieux que ce que nous avions prévu. Adrien passera au moins 72 heures en détention. Quand il sortira, il aura un casier judiciaire fraîchement entaché, ce qui renforcera notre position lors du procès de divorce. De plus, il a violé l'ordonnance de protection moins de 2 heures après l'avoir reçue en tentant de contacter Béatrice par téléphone. Cela ajoute d'autres chefs d'accusation. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ai-je demandé. Maintenant, nous attendons. Il sera en garde à vue jusqu'à ce que la procédure soit terminée. Il sortira probablement lundi avec des mesures conservatoires supplémentaires. D'ici là, nous aurons déjà officiellement entamé la procédure de divorce et gelé tous les comptes bancaires conjoints pour l'empêcher de dissimuler des actifs. Cette nuit-là, nous avons commandé à manger à l'hôtel, mais aucun de nous deux n'a vraiment mangé. Béatrice semblait en transe, assimilant le fait que son mariage s'était terminé de la manière la plus explosive possible. « Papa » dit-elle près de minuit. Une partie de moi ressent, je ne sais pas comment l'expliquer, de la culpabilité, de la pitié pour lui. Je sais que ça semble absurde après tout ce qu'il m'a fait, mais pendant des années, il a été mon monde entier. Le voir arrêté, humilié devant ses collègues, une partie malade de moi veut le consoler. J'ai reconnu cette réaction. Je l'avais étudiée pendant mes nuits d'insomnie en lisant sur la psychologie de l'abus. Cela s'appelle le lien traumatique. Ton cerveau a associé Adrien simultanément au danger et à la sécurité parce qu'il contrôlait ces 2 aspects de ta vie. Il est normal de ressentir cette confusion, mais ce n'est ni de la vraie culpabilité, ni de la vraie pitié. C'est une programmation mentale qu'il a délibérément installée pendant des années. Il faudra du temps pour te déprogrammer. Combien de temps ? Je ne sais pas. Peut-être des mois, peut-être des années, mais chaque jour que tu passeras loin de lui, cette programmation s'affaiblira un peu plus. Finalement, tu verras clairement ce que ton esprit tente encore de nier aujourd'hui, que tu as échappé à quelqu'un qui t'aurait complètement détruite si tu étais restée. Le samedi et le dimanche furent étrangement calmes. Sans Adrien en détention, c'était comme si nous étions entrés dans l'œil du cyclone. Béatrice commença à parler plus ouvertement du mariage, se remémorant des épisodes qu'elle avait bloqués. Chaque conversation était douloureuse, mais nécessaire. Michel nous informa le dimanche après-midi qu'Adrien sortirait le lundi avec une interdiction absolue d'approcher Béatrice ou l'ancien domicile, sous peine d'emprisonnement immédiat. Ses affaires seraient remises par l'intermédiaire d'un tiers neutre en présence de témoins. « Et après » demanda Béatrice. « Après » répondit Michel calmement. « Le vrai travail commence. Le divorce, la division des comptes, les audiences. Mais la partie la plus dangereuse est déjà passée. Maintenant, tout se déroule dans les salles d'audience, avec des juges présents. Il n'a plus de pouvoir sur toi au-delà de ce que tu décides de lui accorder. » Cette nuit-là, allongé dans le lit de l'hôtel, écoutant la respiration irrégulière de Béatrice dans la chambre contiguë, je pensais à quel point nous avions frôlé le désastre. Si je n'avais pas installé les caméras, si je n'avais pas gardé la maison à mon nom, si je n'avais pas secrètement mis de l'argent de côté, l'absence de l'une de ces précautions aurait laissé ma fille piégée sans issue visible. Parfois, la paranoïa et la prudence excessive ne sont pas des défauts. Parfois, elles sont exactement ce qui sauve des vies. Le lundi 20 octobre 2023, je me suis réveillé avec un objectif renouvelé. Adrien était détenu depuis 70 heures et sortirait cet après-midi-là avec des mesures conservatoires. Mais avant qu'il ne retrouve sa liberté limitée,
J'avais une tâche spécifique à accomplir. À 9 heures du matin, je me suis présenté au commissariat de police de Chamartin. Je portais un dossier volumineux sous le bras. Des copies de tous les enregistrements au format DVD, des transcriptions certifiées par notaire des messages menaçants, des photographies médicales des blessures de Béatrice et le rapport complet de Robert Campos concernant les dettes, la maîtresse et la tentative de fraude hypothécaire. L'agent d'accueil m'a fait attendre 30 minutes jusqu'à ce que l'inspecteur en chef chargé de l'affaire apparaisse. Un homme d'environ 55 ans nommé Raymond Yvan Soto. Il avait le regard fatigué de quelqu'un qui a vu trop d'histoires similaires. « Monsieur Moreno » me salua-t-il en me serrant fermement la main. « Michel Alvarez m'a prévenu de votre venue. Il dit que vous avez des preuves supplémentaires concernant le détenu Adrienson. »« Plus qu'additionnel » répondis-je en lui tendant le dossier. C'est le contexte complet expliquant pourquoi cet homme représente une menace réelle et documentée pour ma fille. L'inspecteur examina les contenus pendant 15 minutes en silence. Quand il leva les yeux, son expression s'était durcie. C'est un cas d'école, 11 mois de violence systématique enregistrée. Pourquoi a-t-elle attendu si longtemps pour agir? La question me fit mal, car je me l'étais posée des centaines de fois. Parce qu'elle craignait que si elle agissait trop tôt, sans preuve suffisante, il la convaincrait que j'étais le problème. Les abuseurs sont experts dans la manipulation de leurs victimes. Elle avait besoin que la réalité soit indéniable, même pour elle. Ibáñez hocha la tête avec compréhension. J'ai vu cette dynamique des dizaines de fois. Des parents désespérés voyant leur fille se détruire lentement, paralysés par la peur d'aggraver la situation. Il se pencha en arrière sur sa chaise. « Monsieur Moreno, je vais être direct. Quand Adrián s'en sortira aujourd'hui, il sera furieux. Les hommes comme lui interprètent les conséquences légales non comme une justice méritée, mais comme une persécution injuste. Votre fille doit rester invisible pendant les prochaines semaines. Nous avons déjà pris des précautions. Nous changeons d'hôtel tous les 3 jours. Elle n'utilise pas son téléphone personnel. Nous avons coupé tout contact avec des personnes qui pourraient divulguer des informations sur son emplacement. Bien car cela va s'intensifier avant de s'améliorer. Il perdra des choses supplémentaires, probablement son emploi quand ils apprendront ses antécédents judiciaires, sa réputation sociale. L'accès au crédit. Chaque perte le rendra plus imprévisible. Comme si l'univers avait entendu notre conversation, le téléphone de l'inspecteur sonna. Il répondit par monosyllabes, écouta brièvement et raccrocha avec une expression sombre. C'était le superviseur des ressources humaines de l'entreprise où travaille Sam. Il venait de le licencier avec effet immédiat. Politique de tolérance zéro envers les employés ayant des ordonnances de protection pour violences domestiques. Sam ne le sait pas encore car il est toujours détenu ici. Mais quand il sortira et ira travailler demain, il trouvera une lettre de licenciement l'attendant. Je ressentis une sombre satisfaction. Les dominos tombaient exactement comme ils devaient tomber. Je sortis du commissariat vers midi. Béatrice m'attendait dans un café proche, cachée derrière des lunettes de soleil, malgré le jour nuageux. Je lui racontai ce qui s'était passé. Elle traita l'information avec une expression complexe. « Il va me blâmer pour la perte de son travail », dit-elle d'une petite voix. « Il va te blâmer pour tout. » Telle est la nature des hommes comme lui. Ils n'acceptent jamais la responsabilité. Ils sont toujours victimes de conspirations injustes. Nous retournâmes à l'hôtel à Moncloa. Cet après-midi-là, vers 18h, Miguel nous informa qu'Adrián avait été libéré avec l'interdiction absolue de s'approcher à moins de 500 mètres de Béatrice ou de l'ancien logement. Il avait l'obligation de se présenter chaque semaine au commissariat et portait un dispositif de suivi électronique pour vérifier le respect de l'ordonnance. « C'est un bracelet électronique », expliqua Miguel avec satisfaction. S'il s'approche du périmètre interdit, les alarmes se déclenchent automatiquement et la police intervient en quelques minutes. Je pensais que nous dormirions tranquilles cette nuit-là. Je me trompais. À 22h40, le téléphone de Béatrice, que nous avions gardé éteint pendant des jours, commença à vibrer quand elle l'alluma brièvement pour consulter d'anciens messages. 67 appels manqués, tous de numéros inconnus. Puis commencèrent les messages WhatsApp de contact qu'elle n'avait pas bloqués. La mère d'Adrián, Dolores Sandromero, sa sœur cadette, Patricia San Gutiérrez, même la tante maternelle, Rosa Torres Blanco.
Nous lûmes les messages avec une incrédulité croissante. Dolores, Béatrice, tu es une misérable. Mon fils est détruit à cause de toi et de ton père manipulateur. Tu as inventé des mensonges pour garder la maison. Dieu te punira. Patricia, j'ai toujours su que tu étais une opportuniste. Tu as utilisé mon frère et maintenant tu le jettes comme une ordure. C'est toi l'ordure. J'espère que tu pourriras seul. Rosa, ton père est un vieil aigri qui ne supporte pas de voir sa fille heureuse. Il t'a lavé le cerveau contre Adriane. J'espère que tu ouvriras les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Il y en avait des dizaines d'autres, des insultes, des accusations, des menaces voilées. Toutes suivaient le même schéma. Béatrice était la méchante manipulatrice. Adriane était la victime innocente et j'étais le père contrôleur orchestrant tout. Béatrice tremblait en les lisant. Comment peuvent-elles penser cela? N'ont-elles pas vu les photographies? Elles ne savent pas ce qu'il m'a fait. Elles ne veulent pas le voir, lui expliquai-je. Pour elles, accepter qu'Adriane est un abuseur signifierait admettre qu'elles ont échoué à l'élever ou à te protéger. Il est psychologiquement plus facile de te transformer en antagoniste. J'appelai immédiatement Miguel. Il répondit d'une voix alerte malgré l'heure tardive. Harcèlement de la part de la famille. J'ai besoin que tu rédiges un communiqué légal formel, menaçant de poursuites pour diffamation, harcèlement et dommages moraux. S'il continue à contacter Béatrice, envoie-le demain à la première heure par recommandé à toutes. Compris? Je vais également demander l'extension de l'ordonnance de protection afin d'y inclure les membres de la famille au premier degré de l'agresseur. Ils ne peuvent pas les utiliser comme intermédiaires pour harceler. Le mardi fut pire. La mère d'Adrien apparut dans l'immeuble où je vivais. Elle frappa à ma porte à 8 heures du matin. Je n'étais pas là, car je logeais toujours chez Béatrice. Mais ma voisine du 5e étage m'appela, alarmée. « Xavier, il y a une femme qui crie sur le palier. Elle dit que tu es un monstre qui a détruit son fils. Elle menace de rester jusqu'à ce que tu apparaisses. J'ai déjà appelé le syndic de l'immeuble. Je lui ai demandé d'appeler la police. Une patrouille arriva 20 minutes plus tard et escorta Dolores hors de l'immeuble avec un avertissement formel. Si elle revenait, elle serait arrêtée pour trouble à l'ordre public. Mais le harcèlement ne cessa pas. Ce même après-midi, Patricia San trouva le profil Facebook de Béatrice qu'elle avait oublié de désactiver. Elle publia sur le mur des commentaires diffamatoires visibles par tous les contacts. « Menteuse, manipulatrice, tu as détruit mon frère avec des mensonges. » Michel agit rapidement. Il envoya des lettres recommandées à Dolores, Patricia et Rose ce même jour. Le texte était incisif et professionnel. En représentation de ma cliente Béatrice Moreno Vega, je vous notifie formellement que tout contact direct ou indirect avec elle constitue un harcèlement illégal. Toute communication supplémentaire, qu'elle soit téléphonique, électronique ou en personne, entraînera des actions en justice immédiates, y compris, mais sans s'y limiter, des poursuites civiles pour dommages et intérêts. Vous avez 24 heures pour cesser complètement toute interaction. Ce document est enregistré comme preuve dans les procédures judiciaires en cours. Le harcèlement cessa brusquement après cela, mais le préjudice émotionnel était déjà fait. Béatrice passa 2 jours plongée dans la dépression, se demandant si elle avait réellement pris la bonne décision. « Peut-être est-ce moi qui me trompe ?» sanglota-t-elle le mercredi soir. Tant de gens le défendent. Et si ma perception est faussée? Et si j'ai tout exagéré? Je dus lui rappeler la réalité avec fermeté. « Béatrice, regarde-moi. Adrien t'a traîné par les cheveux à travers la cuisine. Ce n'est pas une perception faussée, c'est une violence physique documentée. Le reste n'est que du bruit destiné à te faire douter de ta santé mentale. Ne leur donne pas ce pouvoir. » Le jeudi 24 octobre, exactement 11 jours après l'incident qui avait tout déclenché, Michel nous convoqua dans son bureau. Il avait une expression sérieuse. « Il y a du nouveau. Adrien a engagé un avocat. Ils vont contester le divorce en alléguant que Béatrice souffre d'instabilité mentale et que toi, Xavier, tu as exercé une influence indue. Ils demandent également une évaluation psychiatrique obligatoire pour Béatrice. » Béatrice pâlit. « Peuvent-ils faire cela ? » Ils peuvent le demander. Le juge l'autorisera probablement car c'est une procédure standard dans les divorces conflictuels. Mais ne t'inquiète pas,
Nous avons 11 mois d'enregistrement prouvant que ta réaction est proportionnelle aux abus subis. Aucun psychiatre compétent ne te diagnostiquera comme mentalement instable après avoir examiné ces preuves. Et ensuite ? Demandai-je. Michel sourit froidement. Maintenant vient la partie où nous cessons de nous défendre et commençons à attaquer. Nous allons le contre-attaquer pour préjudice moral, demander une compensation financière pour des années d'abus psychologiques et exposer publiquement, lors des audiences, chaque détail sordide de ses dettes et de son infidélité. Il veut une guerre juridique. Nous allons la lui donner. Fin octobre 2023. Tandis que nous préparions la contre-poursuite contre Adrien, je décidai de faire quelque chose que j'avais reporté par égard pour Béatrice. Enquêter de manière exhaustive sur les finances du mariage, non seulement les dettes que Robert avait découvertes, mais chaque euro qui avait transité par les comptes conjoints au cours des dernières années. Béatrice me fournit l'accès au relevé bancaire qu'elle avait téléchargé avant qu'Adrien ne l'oblige à fermer son accès bancaire en ligne. Il s'agissait de 4 ans de mouvement, de 2019 à septembre 2023. Je m'enfermais dans la chambre d'hôtel pendant 2 nuits consécutives avec mon ordinateur portable, un café interminable et une feuille de calcul où j'enregistrais chaque transaction suspecte. Ce que je découvris fut dévastateur par sa systématicité. Depuis mars 2021, exactement 2 ans et demi auparavant, des virements mensuels de entre 300 et 600 euros commencèrent vers un compte que Béatrice ne reconnaissait pas. Le titulaire était Christine Vargas Jiménez, l'amante. Mais il ne s'agissait pas seulement de virements directs. Adrien avait été méticuleux pour masquer les traces. Des retraits aux distributeurs automatiques de billets proches de l'appartement de Christine, des paiements dans des restaurants du quartier où elle vivait, des achats dans des bijouteries, des magasins de vêtements féminins, des parfumeries, le tout imputé à la carte de crédit conjointe qu'il utilisait soi-disant uniquement pour les dépenses du ménage. Je calculais le total. 47 000 euros détournés pendant 2 ans et demi. Argent qui aurait dû être une épargne familiale ou un investissement dans l'amélioration du foyer. Argent que Béatrice gagnait avec le travail qu'elle avait jusqu'en 2015, plus les contributions que j'apportais mensuellement pour les aider avec l'hypothèque inexistante, car la maison était déjà entièrement payée. Je découvris quelque chose de plus troublant. En juillet 2022, Adrien paya 18 000 euros à une clinique privée à Alcorcón. La description du débit indiquait simplement services médicaux, gynécologie. J'enquêtais sur la clinique spécialisée dans la fertilité et les procédures obstétricales. J'appelais en me faisant passer pour un membre de la famille d'une patiente, cherchant des informations sur les traitements. La réceptionniste, sans révéler de données confidentielles, confirma que la clinique pratiquait des interruptions volontaires de grossesse, entre autres services. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une horreur croissante. Christine était tombée enceinte. Adrien paya pour mettre fin à cette grossesse en utilisant l'argent des comptes qu'il partageait avec Béatrice. 18 000 euros pour effacer les preuves de sa double vie. Je préparais un rapport détaillé avec chaque transaction mise en évidence, catégorisée et totalisée. J'y inclus des captures d'écran, des cartes montrant les lieux des retraits et des achats, ainsi qu'une analyse temporelle démontrant la régularité des paiements. Le mercredi 1er novembre, je montrai tout à Béatrice. Elle lut chaque page dans un silence absolu. Son visage passa de la perplexité à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait au deuil. 47 000 euros, murmura-t-elle finalement. C'est ce qui aurait suffi pour que tu aies lancé ton entreprise de photographie dont tu as toujours rêvé, complétai-je. Pour des voyages, pour une thérapie, pour n'importe quoi, sauf pour financer la trahison de celui qui avait promis de t'aimer. Béatrice commença à pleurer, mais ses larmes étaient différentes, non de tristesse, mais d'une rage qui se cristallisait. Il me faisait sentir coupable pour chaque euro que je dépensais pour moi-même. Il disait que j'étais irresponsable avec l'argent, que nous devions économiser, qu'il gérait les finances parce que je ne savais pas me débrouiller. Et pendant tout ce temps, il te volait systématiquement pour entretenir une maîtresse et cacher les conséquences de cette relation. Elle essuya ses larmes brusquement. Je veux que Michel utilise ça. Je veux que ce porc sache que nous avons absolument tout découvert. Cet après-midi-là, nous nous réunîmes avec Michel dans son bureau.
Quand nous lui montrâmes l'analyse financière, il siffla à voix basse. C'est de l'or pur pour la procédure de divorce, détournement de fonds conjugaux, dissimulation d'actifs, utilisation frauduleuse de ressources partagées. Nous pouvons exiger une restitution complète, plus des dommages et intérêts punitifs. Nous parlons facilement de 100 000 euros en compensation si le juge accepte nos calculs. Il y a plus, dis-je en désignant la transaction de la clinique. Ce paiement suggère fortement qu'il y a eu une interruption de grossesse. Si nous parvenons à le confirmer par une citation à comparaître pour les dossiers médicaux, cela prouvera la préméditation dans la dissimulation de l'infidélité. Michel s'adossa, pensif. Les dossiers médicaux sont protégés par la confidentialité, mais si nous soutenons qu'ils sont pertinents pour déterminer la division du patrimoine et les compensations dans le divorce, nous pouvons demander une ordonnance judiciaire obligeant la clinique à les remettre. L'amante devrait être citée comme témoin. Béatrice sourit avec amertume. Je veux la voir témoigner sous serment. Je veux qu'elle admette publiquement qu'elle couchait avec un homme marié, pendant que je vivais dans l'ignorance, payant pour ses cadeaux. Fais attention à la vengeance, l'avertis-je. Elle peut te consumer. Ce n'est pas de la vengeance, papa. C'est de la justice. Il y a une différence. Au cours des jours suivants, Michel prépara la contre-demande la plus exhaustive que j'ai jamais vue. 52 pages détaillant un schéma de violence physique et psychologique documenté sur 48 mois. Le détournement de 47 000 euros de fonds conjugaux vers une relation extra-conjugale. La dissimulation de dettes de 32 000 euros contractées par le jeu compulsif. Une tentative de fraude hypothécaire utilisant une propriété qui ne lui appartenait pas. Des dommages moraux calculés à 150 000 euros pour souffrance prolongée. Une demande de compensation économique totale de 230 000 euros. Est-il réaliste d'espérer qu'il paie cela ? Demanda Béatrice. Probablement pas, admit Michel. Il est au chômage, endetté, ruiné. Mais ce n'est pas le but. Le but est d'établir dans un dossier judiciaire permanent l'ampleur de ce qu'il t'a fait. Quand il cherchera un emploi à l'avenir, quand il tentera d'obtenir des crédits, quand il rencontrera une autre femme malheureuse, ce jugement apparaîtra lors des vérifications d'antécédents. Ce sera une marque permanente. Le 8 novembre, Michel déposa formellement la contre-demande auprès des tribunaux. La stratégie de l'avocat d'Adrien avait été de le dépeindre comme la victime d'une épouse instable, manipulée par un père contrôlant. Notre réponse démolit ce récit avec une précision chirurgicale. 2 jours plus tard, nous reçûmes notification que le juge avait programmé une audience préliminaire pour le 22 novembre. Les deux parties devaient comparaître avec leurs représentants légaux. Ce sera la première fois que tu verras Adrien depuis cette nuit-là, me dit Michel. Prépare-toi émotionnellement. Il tentera de te provoquer, de t'intimider ou de te faire sentir coupable. Ne mords pas à l'hameçon. Béatrice était nerveuse, mais résolue. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de le regarder dans les yeux et de ne rien ressentir. Ce sera ma véritable libération. La nuit précédant l'audience, alors que nous dînions en silence à l'hôtel, Béatrice parla d'une voix tranquille. Papa, merci de ne pas avoir abandonné quand j'avais déjà baissé les bras. Merci d'avoir vu ce que je refusais de voir. Merci d'avoir construit ce filet de sécurité dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Tu n'as pas à me remercier de te protéger. C'est ce que font les pères. Beaucoup de pères ne le font pas. Ils restent passifs, regardant leur fille se détruire. Toi, tu as agi. J'ai agi trop tard, dis-je avec regret. J'aurais dû faire quelque chose des années auparavant. Tu as agi au moment exact, corrigea-t-elle. Si tu étais intervenu plus tôt, je n'aurais pas été prête à accepter de l'aide. J'aurais défendu Adrien. Tu m'aurais perdu. Ta patience stratégique m'a sauvé. Cette conversation me réconforta d'une manière inattendue. Pendant des semaines, j'avais porté la culpabilité de ne pas avoir agi plus vite. Mais peut-être Béatrice avait-elle raison. Peut-être le bon moment pour agir est-il lorsque la victime est enfin prête à recevoir de l'aide, et non lorsque le sauveur décide de l'imposer. Le lendemain matin, nous nous habillâmes formellement pour l'audience. Béatrice portait un tailleur sombre et les cheveux attachés. Elle ressemblait à une femme différente de celle qui pleurait sur le sol de la cuisine 27 jours auparavant. Elle semblait avoir retrouvé sa colonne vertébrale. Lorsque nous entrâmes dans la salle d'audience, Adrien était déjà assis avec son avocat.
Il me regarda avec une haine pure. Il regarda Béatrice avec quelque chose de plus complexe, un ressentiment mêlé au désir d'un contrôle perdu. Béatrice soutint son regard sans ciller pendant 5 secondes complètes, puis se tourna vers moi et murmura « Je ne ressens rien. Je ne ressens vraiment absolument rien. » Et à ce moment-là, je sus que nous avions gagné la guerre la plus importante, la bataille pour son âme. La juge Marthe Velasco Ruiz entra dans la salle exactement à 10 heures du matin, le 22 novembre. Femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris relevés en un chignon impeccable, son regard évaluait tous les présents avec la précision d'un chirurgien. Elle s'assit, ajusta ses lunettes et ouvrit le dossier qui occupait déjà 3 chemises volumineuses. « Bonjour. Affaire numéro 532-2023. Divorce contentieux. Santorès contre Moreno Vega. Messieurs les avocats, je vous rappelle qu'il s'agit d'une audience préliminaire. Établissez vos positions. Présentez vos arguments principaux. Évitez les théâtralités. » L'avocat d'Adrien, un homme d'une 40aine d'années nommé Fernand Ruiz Gomez, se leva le premier. Il avait étudié sa stratégie dans des documents précédents. Il tenterait d'humaniser Adrien, de remettre en question la crédibilité des preuves, de suggérer que Béatrice exagérait par intérêt économique. Votre honneur, mon client Adrien San est victime d'une campagne orchestrée par le père de la demanderesse, qui, depuis le début du mariage, a exercé un contrôle obsessionnel sur le couple. Les prétendues preuves présentées proviennent d'enregistrements illégaux installés sans consentement. Mon client admet avoir eu des discussions conjugales normales, mais nie catégoriquement toute violence systématique. L'ordonnance de protection a été obtenue au moyen de témoignages partiaux et de preuves de légalité douteuses. Michel écoutait avec une expression neutre, prenant des notes occasionnelles. Quand Fernand eut terminé, il se leva avec un calme délibéré. « Votre honneur, la défense tente de confondre discussion conjugale et violence documentée. Nous présentons 11 mois d'enregistrement montrant des agressions physiques, des menaces verbales explicites et un contrôle coercitif. Nous incluons des photographies médicales de blessures, des messages textes menaçants que M. San ne peut nier car ils proviennent de son propre téléphone, et le témoignage de 3 voisins qui ont assisté à des épisodes de violence. » La juge Velasco leva la main, l'interrompant. « Monsieur Alvarez, abordons la légalité de ces enregistrements. Sur quel fondement juridique ont-ils été obtenus ?» Michel avait préparé cet argument méticuleusement. « Votre honneur, l'article 197 du Code pénal espagnol établit que les enregistrements au propre domicile sont légaux s'il existe une suspicion fondée d'activité criminelle. M. Moreno a installé les caméras après avoir détecté des lésions physiques inexpliquées chez sa fille. Les enregistrements ont capturé précisément les crimes qu'il soupçonnait, la violence domestique. De plus, nous citons la jurisprudence de la Cour suprême, arrêt 643 de 2019, qui autorise les preuves obtenues de cette manière lorsqu'elles protègent les victimes de violences de genre. » Fernand tenta de contre-attaquer. « Les enregistrements envahissent l'intimité de M. San dans son propre foyer. »« Ce n'est pas son domicile, » interrompit Michel avec froideur. « Jamais il ne le fut. La propriété appartient exclusivement à M. Xavier Moreno, qui l'a acquise avant le mariage et n'en a jamais transféré la titularité. Monsieur San y résidait avec la permission révocable du propriétaire. Il n'a aucune attente légale de vie privée sur une propriété d'autrui où le propriétaire autorise la surveillance. » La juge Velasco examina les documents du registre foncier. Elle hocha lentement la tête. « Effectivement, la titularité est claire, monsieur Ruiz. Poursuivez avec d'autres arguments si vous en avez. » Fernand changea de tactique. « Votre honneur, mon client sollicite une compensation financière. Pendant 11 ans, il a contribué à l'entretien du foyer. Il a permis à Madame Moreno de quitter son emploi et se trouve maintenant dans une situation de vulnérabilité économique, tandis qu'elle conserve le logement évalué à 300 000 €. » Michel se leva avant que Fernand n'ait fini de s'asseoir. « Votre honneur, examinons les faits financiers. Pendant le mariage, M. San a détourné 47 000 € de compte conjoint vers une relation extra-conjugale qu'il a entretenue pendant 2 ans et demi. Nous avons des relevés bancaires complets prouvant des paiements systématiques à Christine Vargas Jiménez, incluant 18 000 €
à une clinique de gynécologie. En juillet 2022, Fernand se leva brusquement. « C'est hors de propos pour… »« C'est absolument pertinent », coupa Michel. Cela démontre que M. Sang n'a pas seulement été infidèle, mais qu'il a utilisé des ressources conjugales pour financer cette infidélité et ses conséquences médicales. De plus, il a dissimulé des dettes de ludopathie s'élevant à 32 000 €. Ma cliente n'avait aucune connaissance de ces dettes jusqu'à ce que nous les découvrions lors de l'enquête post-séparation. Et il veut une compensation financière? Il devrait plutôt payer une restitution. La juge Velasco étudia les relevés bancaires que Michel avait présentés. Son expression se durcit progressivement. « Monsieur Sands, dit-elle en s'adressant directement à Adrien pour la première fois, confirmez-vous que ces transactions proviennent de comptes que vous partagiez avec votre épouse ?» Adrien se leva avec difficulté. Il avait perdu du poids. Il avait des cernes profonds. Quand il parla, sa voix semblait défaite. Ces transactions sont des affaires privées qui n'ont aucun rapport avec le divorce. Répondez directement à la question. S'agit-il de transactions provenant de comptes conjoints, oui ou non? Oui, mais… Suffisant. La juge Velasco ferma le dossier d'un geste définitif. J'ai examiné cette affaire de manière exhaustive avant cette audience. Les preuves présentées par la partie demanderesse sont accablantes. Nous avons des violences documentées, une infidélité prouvée, un détournement de fonds démontré et une dissimulation de dettes confirmée. Monsieur Sang, je ne trouve aucune base légale pour vos demandes de compensation ou de partage patrimonial. Fernand tenta d'objecter, mais la juge le fit taire d'un regard. Je vais rendre une résolution préliminaire que j'anticipe être ratifiée dans la sentence finale. Premièrement, le divorce est prononcé avec dissolution complète du lien matrimonial. Deuxièmement, le logement à Chamartin demeure la propriété exclusive de M. Xavier Moreno, qui le transférera à sa fille Béatrice Moreno, conformément aux actes notariés déjà exécutés. Troisièmement, M. Sang ne recevra aucune compensation financière. Quatrièmement, les comptes bancaires conjoints seront dissous avec un partage équitable des soldes existants après déduction des 47 000 € détournés qui seront restitués à Madame Moreno. Adrien s'effondra sur sa chaise. Fernand tentait de prendre des notes frénétiquement, mais il était évident que la bataille était perdue. Cinquièmement, poursuivit la juge d'un ton d'acier. J'évalue la demande de la partie demanderesse concernant la compensation pour dommages moraux. Bien que je reconnaisse une souffrance significative, je dois considérer la capacité de paiement du défendeur. Il est sans emploi et endetté. J'ordonne à M. Sang de payer 15 000 € en compensation pour dommages moraux, payables en mensualité de 200 € pendant 75 mois. S'il manque à 3 paiements consécutifs, la dette totale devient immédiatement exigible. Béatrice serra ma main sous la table. Je ressentais un immense soulagement mêlé d'une satisfaction sereine. « Enfin, » dit la juge Velasco en regardant directement Adrien, « je vous avertis formellement que toute tentative de contacter, d'intimider ou de harceler Mme Moreno entraînera des accusations criminelles supplémentaires. L'ordonnance de protection reste en vigueur indéfiniment. Cette audience est close. Sentence finale dans 30 jours. » Elle abattit son marteau. Tout était terminé en 45 minutes. Nous sortîmes du tribunal vers le soleil froid de novembre. Béatrice respirait profondément, comme si elle venait d'émerger de l'eau après avoir été submergée trop longtemps. « C'est fini », murmura-t-elle. « C'est vraiment fini. » Michel marchait à nos côtés, révisant ses notes. « La juge a été plus dure que je ne l'espérais. Velasco a la réputation de ne pas tolérer la violence domestique. Vous avez bien fait de choisir de ne pas témoigner directement. Les preuves ont parlé pour vous. » « Combien de temps avant que le divorce ne soit définitif ?» demandai-je. « 30 jours pour le jugement final. 15 de plus pour qu'il soit officiellement enregistré. D'ici mi-janvier 2024, Béatrice sera légalement célibataire. Ce soir-là, nous dînâmes dans un restaurant italien près de l'hôtel. Pour la première fois depuis des semaines, Béatrice mangea avec un réel appétit. Elle commanda du vin rouge et nous trinquâmes à sa liberté. « Papa, quand tout cela sera complètement terminé, je veux déménager, » dit-elle soudainement. « Pas dans la maison de Chamartin. Elle a trop de mauvais souvenirs. Je veux recommencer ailleurs.
peut-être vendre cette maison et acheter quelque chose de plus petit dans un autre quartier. C'est ta décision, lui répondis-je. La maison est à toi. Fais-en ce qui t'apportera la paix. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle avec une curiosité sincère. La question me prit au dépourvu. J'avais été si concentré sur le sauvetage de ma fille que je n'avais pas songé à mon propre avenir. J'avais 63 ans, j'étais à la retraite, seul. Ma seule mission depuis des mois avait été cette bataille juridique. Je ne sais pas, avouai-je honnêtement. C'est peut-être le moment pour moi aussi de commencer quelque chose de nouveau. Le jugement final arriva le 19 décembre 2023, ratifiant chaque point dicté par la juge Velasco. Le divorce serait officiel le 15 janvier 2024. Béatrice et moi passâmes Noël dans mon appartement. Une célébration silencieuse, mais véritablement sereine pour la première fois depuis des années. En février, Béatrice commença une thérapie avec une psychologue spécialisée dans les traumatismes liés à la violence domestique. Les séances l'aidaient à digérer 11 ans de manipulation et d'abus. Certaines nuits, elle m'appelait en pleurs après s'être souvenue d'épisodes que son esprit avait bloqués. D'autres fois, elle me parlait de petits progrès. Une journée entière sans penser à Adrien. Un cauchemar de moins cette semaine-là. La capacité d'écouter sa propre voix intérieure sans la remettre constamment en question. En mars, elle vendit la maison de Chamartin pour 340 000 €. Un jeune couple avec 2 enfants l'acheta, enchanté par l'espace et l'emplacement. Béatrice signa les actes d'une main ferme. Ensuite, elle acheta un appartement de 2 pièces à Malasagnat pour 210 000 €. Il était lumineux, moderne, sans fantômes rôdant dans chaque recoin. Durant ces mois, je l'accompagnais aux rendez-vous bancaires, aux réunions avec les agents immobiliers, aux démarches administratives interminables. J'étais son filet de sécurité pendant qu'elle apprenait à prendre des décisions sans consulter personne d'autre qu'elle-même. Progressivement, mes visites s'espacèrent. Elle avait besoin de moins de soutien constant et de plus d'espace pour se découvrir indépendante. En avril 2024, assis dans mon appartement par un après-midi pluvieux, j'eus une révélation qui me frappa avec une force inattendue. Je n'avais pas de vie propre. Pendant 11 ans, j'avais existé en fonction de la surveillance du mariage de Béatrice. Avant cela, 32 ans de mariage avec Claire, où mon identité avait été celle de l'époux d'eux. Et avant cela, des décennies en tant qu'ingénieur industriel entièrement défini par ma profession. Qui était Xavier Moreau-Dubois sans ses rôles? Je ne le savais pas. Je me dirigeais vers l'armoire de la chambre et cherchais au fond, sous des boîtes de vieux documents. Je trouvais ce que je cherchais, une chemise en carton usé contenant des aquarelles que j'avais peintes à 22 ans, des paysages de Tolède où j'avais grandi, des portraits de ma mère, des abstractions qui tentaient de capturer des émotions que je ne savais pas exprimer avec des mots. Je n'avais pas touché un pinceau depuis 40 ans. Claire disait toujours que la peinture était un joli passe-temps, mais que je devais me concentrer sur ma carrière pour assurer un avenir stable. Alors, je rangeai les pinceaux, vendis mon chevalet et devins un ingénieur responsable, un époux pourvoyeur, un père protecteur. Tous ces rôles étaient authentiques, mais aucun n'était complet. Ce jour-là, je pris une décision radicale. J'allais récupérer la partie de moi que j'avais enterrée 4 décennies plus tôt. Et pour ce faire, j'avais besoin d'une distance physique avec le Madrid que je connaissais, avec les routines qui me définissaient, avec les attentes qui m'enchaînaient. Le samedi 20 avril, je retrouvai Béatrice dans un café de Chueca. Elle arriva souriante, avec une couleur aux joues que je n'avais pas vue depuis des années. Elle avait commencé un cours de photographie numérique, reprenant la passion qu'Adrien lui avait interdite. « Papa, regarde les photos que j'ai prises pendant la retraite. » Elle me montra son appareil photo avec un enthousiasme enfantin. Des images d'arbres, des reflets dans l'étang, des couples marchants, techniquement imparfaites, mais émotionnellement honnêtes. « Elles sont magnifiques, dis-je sincèrement. Elles capturent quelque chose de réel. » Après avoir commandé nos cafés, je pris une profonde inspiration. « Béatrice, il faut que je te parle d'une décision que j'ai prise. » Son expression devint prudente. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je vais vendre mon appartement et déménager à Valence. » Le silence s'installa.
Elle me regarda comme si j'avais parlé une langue étrangère. Valence? Pourquoi Valence? Quand as-tu décidé cela? Je l'ai décidé il y a 2 semaines, mais j'y pense depuis des mois. J'ai besoin de recommencer quelque part sans histoire, sans souvenir, sans version précédente de moi-même m'attendant à chaque coin de rue. Mais Madrid est ta maison. Musique. Tu as vécu ici toute ta vie d'adulte. Exactement. Et c'est peut-être le moment de vivre quelque chose de différent. J'ai 63 ans, Béatrice. Si j'attends plus longtemps, je serai trop vieux pour les aventures. Elle traitait l'information avec une expression confuse. Que vas-tu faire à Valencia? Tu ne connais personne là-bas. Je vais réapprendre à peindre. Je vais me promener sur la plage tous les matins. Je vais être Javier. Pas le père d'eux, pas le mari d'eux, pas l'ingénieur à la retraite, juste Javier. Béatrice se mordit la lèvre, des larmes se formant dans ses yeux. Tu m'abandonnes. Sa réaction me brisa le cœur, mais elle ne me surprit pas. Je ne t'abandonne pas. Musique. Je te libère d'être mon projet. Pendant 11 ans, toute mon existence a tourné autour de ta protection. C'était nécessaire à l'époque. Mais maintenant tu es en sécurité, indépendante, en train de te reconstruire. Musique. Si je reste, je deviendrai une béquille émotionnelle, alors que tu as besoin d'apprendre à marcher complètement seul. Ce n'est pas juste, je suis zo. Enfin, je te retrouve sans Adriane entre nous. Et maintenant tu pars, Béatrice. Regarde-moi. Je pris ses mains par-dessus la table. Valencia est à 3h30 de train. Tu peux me rendre visite quand tu veux. Musique. Je viendrai régulièrement à Madrid, mais nous avons tous les deux besoin d'espace pour devenir des personnes complètes, pas des moitiés dépendantes l'une de l'autre. Elle essuya ses larmes avec une rage contenue. Quand pars-tu, Julio? J'ai 3 mois pour vendre l'appartement, chercher quelque chose à Valencia, m'organiser. Je veux que tu m'aides à faire mes cartons. Je veux que tu viennes avec moi le premier week-end pour découvrir mon nouvel endroit. Je veux que tu fasses partie de cette transition. Béatrice ne répondit pas immédiatement. Musique. Elle but son café dans un long silence. Finalement, elle soupira avec une résignation mêlée de compréhension. Pendant des années, j'ai rêvé de liberté, sans savoir ce que cela signifiait vraiment. Maintenant, je l'ai enfin, et c'est terrifiant. Je suppose que tu ressens la même chose. Exactement la même chose. La liberté sans structure préalable est effrayante, mais c'est le seul chemin vers l'authenticité. Musique. Elle hocha lentement la tête. D'accord. Vends l'appartement. Déménage à Valencia. Peins tes tableaux, mais promets-moi quelque chose, n'importe quoi. Promets-moi que tu ne vas pas disparaître complètement, que tu resteras mon père même si tu es dans une autre ville, parce que je viens juste de te retrouver et je ne veux pas te perdre à nouveau. Tu ne me perdras jamais, lui assurai-je. Mais notre relation a besoin d'évoluer. Moins de dépendance, plus de camaraderie entre adultes. Peux-tu vivre avec ça? Je peux essayer. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. J'ai mis mon appartement en vente en mai. Il fut vendu en 3 semaines pour 260 000 €. Avec les 130 000 € qui me restèrent d'économie personnelle, j'avais un capital suffisant pour vivre confortablement pendant des décennies. Il serait géré avec prudence. J'ai voyagé à Valencia 2 fois en juin, à la recherche d'un appartement. J'en ai trouvé un parfait dans le quartier du Caballal. Une zone ancienne près du port avec des bâtiments colorés et une ambiance artistique. 50 mètres carrés. Petit balcon avec vue partielle sur la mer, cuisine fonctionnelle, chambre lumineuse. Je l'ai loué pour 900 € par mois. J'ai délibérément choisi de louer plutôt que d'acheter. Je voulais conserver une certaine flexibilité au cas où Valencia ne serait pas ma destination finale. Béatrice m'a aidé à emballer mes affaires en juin. Pendant que nous emballions des assiettes et pliions des vêtements, elle a trouvé mon dossier d'aquarelles anciennes. « Papa, elles sont incroyables. Pourquoi as-tu arrêté de peindre? Parce que je croyais devoir choisir entre l'art et la responsabilité. Maintenant, je comprends que c'était une fausse dichotomie. Je peux être les deux. Tu auras besoin de nouveaux matériels. Nous allons les acheter ensemble. » Nous avons passé un après-midi dans un magasin d'art à Lavapié. Musique. Béatrice insista pour payer les pinceaux, les aquarelles professionnelles, les papiers de différentes textures, un chevalet pliable. Ce fut son cadeau d'adieu. Musique. Le 15 juillet 2024,
Une entreprise de déménagement a chargé mes affaires en direction de Valencia. Béatrice a conduit avec moi dans ma vieille Peyo. Pendant le voyage, nous avons parlé de tout et de rien. Elle m'a parlé d'un homme qu'elle avait rencontré à son cours de photographie, quelqu'un de gentil qui respectait ses limites. Je lui ai parlé de mon projet de m'inscrire à un atelier de peinture communautaire que j'avais recherché en ligne. Quand nous sommes arrivés à Valencia et avons monté les escaliers vers mon nouvel appartement, Béatrice a regardé autour d'elle avec approbation. « C'est parfait pour toi, petit, mais plein de lumière, comme un nouveau départ devrait l'être. » Ce soir-là, nous avons dîné une paella dans un restaurant du quartier. Nous avons trinqué avec de la bière fraîche au nouveau chapitre, aux libertés gagnées dans la douleur, aux familles qui survivent en se transformant au lieu de s'accrocher à des versions mortes d'elles-mêmes. Le lendemain, Béatrice est retournée à Madrid en train. Je suis resté seul dans mon appartement vide, attendant l'arrivée du camion de déménagement. Seul, mais pas solitaire. Musique, seul, mais libre. Et pour la première fois depuis des décennies, cette solitude choisie se ressentait comme une bénédiction plutôt qu'une punition. Les premiers jours à Valencia furent étranges. Se réveiller sans routines établies, sans lieu familier, sans rôle prédéfini. Parfois, cette liberté absolue me paralysait. Je m'asseyais sur le balcon avec un café, regardant la mer au loin, et je pensais « Et maintenant ?» Mais progressivement, j'ai trouvé mon propre rythme. Je me réveillais à 7 heures du matin, marchais 2 kilomètres le long de la promenade maritime jusqu'à la plage de la Malvasa. J'observais de vieux pêcheurs préparant leurs cannes, des touristes matinaux photographiant les levées de soleil, des chiens courant entre les vagues. Personne ne me connaissait. Personne n'attendait rien de moi. Cette invisibilité était libératrice. En août, je me suis inscrit à un atelier d'aquarelle pour adultes qui se tenait au centre culturel du quartier. La professeure était Elena Ortiz Navarro, une femme de 58 ans, aux cheveux argentés tressés, en une longue natte et aux mains tachées en permanence de pigments. Veuve depuis 4 ans, elle avait transformé la douleur de perdre son mari en un art qu'elle enseignait avec une générosité infinie. Le premier jour, je me suis présenté maladroitement. « Je suis Javier. Je n'ai pas peint depuis 40 ans. Je suis probablement terrible. » Elena a souri avec une chaleur sincère. « Personne n'est terrible. Ils sont juste rouillés. L'art ne s'oublie pas. Il s'endort simplement. » Nous étions 12 élèves, la plupart des retraités cherchant une occupation significative. J'ai appris leurs noms progressivement. Antonio, un charpentier à la retraite, avec d'énormes mains qui créaient des fleurs délicatissimes. Mercedes, ancienne professeure de mathématiques peignant des géométries impossibles. Thomas, chauffeur de bus pendant 35 ans, maintenant obsédé par la capture du mouvement de l'eau. Les cours avaient lieu le mardi et le jeudi après-midi. Elena nous enseignait les techniques de base, mais encourageait l'expérimentation. Les règles existent pour être brisées de manière créative, disait-elle. Peignez ce que vous ressentez, pas ce que vous pensez devoir peindre. Mes premières tentatives furent désastreuses. Couleurs boueuses, proportions erronées, frustration adolescente. Mais Elena ne critiquait jamais de manière destructive. Elle soulignait les petites réussites. Regardez comment vous avez capturé la lumière ici. C'est un vrai talent. Après un mois, quelque chose a changé. J'ai cessé d'essayer de peindre parfaitement et j'ai commencé à peindre honnêtement. Une aquarelle du port au coucher du soleil où les couleurs saignent intentionnellement, représentant une mémoire confuse. Une autre du marché central, capturant le chaos vibrant des vendeurs criant les prix. Un autoportrait fragmenté montrant des versions superposées de moi-même. L'ingénieur, le père, le veuf, l'homme renaissant. Elena s'est arrêtée devant cet autoportrait pendant le cours de septembre. Elle l'a longuement étudié. « Javier, ceci a une âme. Vous devriez l'exposer. » J'ai ri nerveusement. « Exposer, Elena ? Je redécouvre à peine comment tenir le pinceau. » Précisément pour cela. Votre travail a une vulnérabilité que les artistes expérimentés perdent. J'administre la Galeria Pequeña à Ruzafa, un café-galeria où des artistes locaux exposent. Rien de prétentieux. Seriez-vous intéressé à participer à l'exposition Collectiva en octobre ? La panique m'a envahi. Je ne suis pas prêt. J'ai besoin d'années de pratique avant de...
L'art n'a besoin de la permission de personne pour exister. Si vous attendez d'être prêt, vous ne commencerez jamais. Elena a touché mon épaule gentiment. Pensez-y, l'invitation est ouverte. Cette nuit-là, j'ai appelé Béatrice. Nous avions établi une routine d'appels vidéo dominicaux, mais parfois j'appelais en semaine quand j'avais besoin de traiter quelque chose d'important. « Papa, accepte l'exposition », a-t-elle dit sans hésiter quand je lui ai raconté. « Sais-tu combien d'années j'ai passé sans faire de photographie ? Parce qu'Adrien disait que ce n'était pas assez bon. Ne commets pas cette erreur. Partage ton travail même si ça te terrifie. Et si les gens le détestent ? Et s'ils l'adorent ? Et si ça ne leur importe pas du tout, mais que tu découvres que partager l'art fait partie du processus, arrête de chercher des excuses. » Elle avait raison. J'ai accepté de participer à l'exposition. Pendant octobre, j'ai peint frénétiquement 15 aquarelles explorant les thèmes de la transformation, de la perte, de la renaissance, une série sur les portes fermées et les fenêtres qui s'ouvrent, une autre sur des cartes fragmentées représentant des voyages intérieurs, des titres simples mais honnêtes. Après 40 ans, des géographies oubliées, d'anciennes conversations et de conversions passées, Elena a monté l'exposition avec 7 autres artistes de l'atelier. L'inauguration a eu lieu le samedi 3 novembre dans son café-galerie nommé El Pincel Oxidado, un nom parfait pour un lieu accueillant où l'art côtoyait l'arôme du café fraîchement moulu et des conversations tranquilles. Béatrice a voyagé depuis Madrid pour m'accompagner. Elle est arrivée avec David, le photographe qu'elle avait mentionné des mois auparavant. Un homme de 37 ans, silencieux, respectueux, qui l'adorait clairement, avec une patience douce. Je les ai présentés à Elena, qui a immédiatement connecté avec Béatrice en parlant de photographie et d'art comme forme de guérison. Pendant l'inauguration, j'ai vendu 3 aquarelles, à des prix modestes qu'Elena avait suggérés, 60 € chacune. Les acheteurs étaient un jeune couple qui décorait son premier appartement, une touriste allemande cherchant un souvenir authentique de Valence et un professeur d'université collectionneur d'art local émergent. Lorsque l'Allemande paya pour les géographies oubliées, elle me remercia dans un anglais hésitant. « Cela parle à mon âme, merci de partager. » Ce moment simple me bouleversa émotionnellement de manière inattendue. Quelqu'un avait connecté avec quelque chose que j'avais créé. Ma vulnérabilité peinte résonnait en une autre personne. L'art avait rempli son objectif, construire des ponts entre les solitudes. Après l'inauguration, Hélène, Béatrice, David et moi dînâmes dans un restaurant du quartier. Les conversations coulaient naturellement entre le vin rouge et les rires sincères. Hélène racontait des anecdotes hilarantes sur des étudiants désastreux des années précédentes. Béatrice montrait des photographies d'un projet documentaire sur des femmes survivantes de violences domestiques qu'elle développait. David parlait peu, mais écoutait intensément, prenant occasionnellement des photographies discrètes de nous, en train de profiter. « Papa, » dit Béatrice quand Hélène et David allèrent aux toilettes, « tu as l'air différent, plus complet. Je me sens différente, comme si pendant des décennies, j'avais été l'ombre de moi-même et que j'avais enfin trouvé ma propre lumière. Je suis si heureuse que tu aies fait cela, déménager, recommencer. Cela m'a donné la permission de faire de même. » En décembre, Hélène m'invita à rejoindre un groupe de randonnée côtière qu'elle organisait les dimanches. 10 personnes d'âges variés parcouraient des sentiers près de l'Albufera, Culera, Sagunto. Pendant ces randonnées, je rencontrais des gens fascinants. Henri, un biologiste marin à la retraite étudiant l'érosion côtière. Lucie, une écrivaine travaillant sur un roman sur la mémoire historique. Raphaël, un chef vénézuélien réfugié reconstruisant sa vie en Espagne. Les conversations pendant ces randonnées m'apprirent que nous portions tous des histoires de pertes transformées en nouveaux départs. Henri avait perdu son fils dans un accident de la route 10 ans auparavant. Lucie avait survécu à un cancer, ce qui lui avait donné une perspective radicale sur ce qui importait réellement. Raphaël avait fui le Venezuela, laissant tout derrière lui, sauf des recettes de famille et une espérance obstinée. Progressivement, je cessais de me définir par le traumatisme que j'avais affronté avec Béatrice et Adrien. Cette histoire faisait partie de moi, mais n'était pas ma totalité. Maintenant, j'étais aussi l'homme qui peignait des levées de soleil, marchait avec de nouveaux amis, prenait un café avec Hélène, discutant des théories de la couleur,
cuisinait une paella désastreuse qui s'améliorait lentement avec la pratique. Pour Noël, Béatrice et David vinrent à Valence pour 4 jours. Je leur préparai le dîner dans mon petit appartement. Ce ne fut pas parfait, mais c'était le mien. Béatrice aida à cuisiner. David mit de la musique et Hélène vint avec un dessert fait maison après avoir fermé la galerie. Nous trinquâmes avec du cava bon marché et une joie sincère. Béatrice annonça que David et elle emménageraient ensemble en février. Une relation construite sur des bases complètement opposées à son mariage précédent. Respect mutuel, indépendance préservée, communication honnête. Papa, merci de m'avoir appris que l'amour véritable ne contrôle ni ne limite, il amplifie, me dit-elle en m'embrassant fort. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, je m'assis sur le balcon sous les étoiles méditerranéennes. J'avais 64 ans. Je n'avais pas vendu beaucoup de tableaux, ni n'étais devenu célèbre, mais j'avais retrouvé une identité perdue 40 ans auparavant. J'avais construit une communauté authentique. J'avais appris que la reconstruction après la destruction ne requiert pas de grandeur, seulement une honnêteté persistante. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais véritablement vivant. Nous sommes en décembre 2024. 14 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais vu Adrienne traîner ma fille par les cheveux. 14 mois qui semblaient être une autre vie complètement. J'étais assis sur mon balcon à Valence, mon café refroidissant à mes côtés et une aquarelle à moitié terminée sur le chevalet. Je peignais le port à l'aube, capturant comment la lumière transforme l'ordinaire en extraordinaire. C'était une métaphore parfaite pour mon existence actuelle. Béatrice me rendit visite il y a 3 jours. Elle vint avec David et une nouvelle qui me remplit d'une joie complexe. Ils étaient fiancés. Il l'avait demandé en mariage pendant un week-end à Saint-Sébastien. Cette fois, elle avait dit oui, sans peur, sans doute paralysant, sans vérifier mentalement si elle prenait la bonne décision ou si elle satisfaisait des attentes extérieures. « Papa, cette fois c'est différent », me dit-elle, tandis que nous déjeunions des churros au chocolat dans un café du quartier. David lui avait demandé ce dont elle avait besoin pour se sentir en sécurité dans le mariage. Nous avions construit un accord prénuptial ensemble. Nous maintiendrions des comptes séparés avec un compte joint uniquement pour les dépenses partagées. Il avait signé un contrat où il reconnaissait que mon appartement et mes investissements étaient exclusivement miens. Et le plus important, il comprenait que si un jour je ressentais une menace ou un contrôle, j'avais le droit irrévocable de partir sans culpabilité. L'entendre parler ainsi, avec une clarté inébranlable sur ses limites et ses besoins, me confirma que la douleur du passé s'était transformée en sagesse, non en amertume, ni en méfiance pathologique, mais en une compréhension profonde de ce qu'elle méritait et de ce qu'elle ne tolérerait jamais. « Et toi ?» demanda-t-elle, changeant de sujet. « Comment vont les choses avec Hélène ?» Elena Ortiz Navarro, la professeure d'aquarelle qui était devenue une amie, puis quelque chose de plus difficile à étiqueter. Nous n'étions pas un couple au sens traditionnel. Elle vivait dans son appartement, moi dans le mien. Nous partagions des dîners 3 ou 4 fois par semaine. Nous nous promenions ensemble le dimanche. Occasionnellement, elle dormait chez moi ou moi chez elle, mais nous préservions jalousement nos indépendances. « Ça va bien », répondis-je honnêtement. C'est étrange de construire une intimité à cet âge sans les pressions du mariage ou de la cohabitation forcée. Parfois, j'ai l'impression d'apprendre à me lier pour la première fois de ma vie. Je suis contente pour toi, papa. Tu mérites une compagnie qui ne t'exige pas de devenir quelqu'un d'autre. Après que Béatrice et David furent rentrés à Madrid, je restais à réfléchir à cette conversation. Pendant 32 ans avec Clara, j'avais été un bon époux, mais toujours avec le sentiment de remplir un rôle prescrit. Puis 11 ans comme père hyper vigilant, protégeant ma fille. Quand avais-je été simplement Xavier? Hélène apparut cet après-midi-là à ma porte avec de nouveaux matériaux qu'elle avait achetés pour moi. Des pinceaux en poil de martre, authentiques, des pigments minéraux japonais très chers, du papier de coton fait main. « Je ne peux pas accepter cela », protestai-je en voyant les prix sur les étiquettes. « C'est trop. Tais-toi et accepte », dit-elle avec une tendresse ferme. « Tu as un vrai talent, Xavier. Tu devrais utiliser des outils qui rendent justice à ta vision. » Hélène avait organisé une autre exposition pour janvier 2025 où je participerai avec 10 nouvelles aquarelles,
cette fois dans une galerie plus établie du centre de Valence. Les prix seraient plus élevés, entre 150 et 300 € par pièce. Je n'en vivrais pas, mais ce n'était pas non plus insignifiant. Plus important que l'argent était ce que cela représentait. Une validation externe que mon art avait une valeur au-delà de la thérapie personnelle. Des gens inconnus se connectaient émotionnellement à mes peintures. Cela signifiait quelque chose de profond sur l'universalité des expériences humaines. La semaine dernière, je reçus un message inattendu de Robert Campos, l'enquêteur privé que j'avais engagé 14 mois auparavant. Nous maintenions rarement le contact après la fin de son travail, mais il me tenait occasionnellement informé d'Adrien, car il savait que j'avais besoin de confirmer que la menace restait neutralisée. Xavier, dernière mise à jour concernant Adrien San. Il a déménagé à Alicante en septembre. Il travaille comme magasinier dans une entreprise de distribution pour un salaire minimum. Il vit seul dans un appartement partagé avec 3 autres hommes. Il continue de payer mensuellement les compensations ordonnées par le tribunal, bien qu'avec des retards fréquents. Son profil sur les réseaux sociaux est inactif depuis des mois. D'après ce que je peux déterminer, c'est un homme complètement brisé, essayant de survivre au jour le jour. Il ne représente aucun danger. Je lus le message sans rien ressentir, ni satisfaction pour sa chute, ni compassion pour sa situation. Adrien était devenu une anecdote, un personnage secondaire d'une histoire qui ne me définissait plus. Je réexpédiai le message à Béatrice. Elle répondit « Bien, j'espère qu'il trouvera le moyen d'être une meilleure personne, mais cela n'est plus de notre responsabilité. » Exactement. Ce matin, tandis que je peignais et réfléchissais à cette année transformatrice, j'identifiais les leçons qui changeraient ma perspective pour toujours. Première leçon. Il n'est jamais trop tard pour reconstruire. À 63 ans, j'avais commencé une nouvelle vie dans une ville inconnue. À 65 ans, je continuais de découvrir des facettes de moi-même que je croyais éteintes. L'âge est une excuse, pas une limitation. Deuxième leçon. Protéger ceux que l'on aime exige parfois une stratégie froide, non des interventions émotionnelles. Si j'avais confronté Adrien de manière dramatique des années auparavant, j'aurais perdu l'accès à ma fille. La patience et la planification avaient sauvé sa vie. Troisième leçon, la vraie libération signifie lâcher prise, même des relations que l'on aime, lorsqu'elles deviennent des dépendances toxiques. Béatrice et moi avions dû nous distancier géographiquement pour nous lier sainement. Maintenant, nous étions des amis adultes, non un père sauveur et une fille sauvée. Quatrième leçon, une identité construite exclusivement autour de rôles externes est un château de sable. Quand ces rôles disparaissent, on se retrouve sans fondement. Cultiver des passions personnelles n'est pas de l'égoïsme, mais un investissement dans la résilience. Cinquième leçon, la vraie justice n'est pas une vengeance spectaculaire, mais des conséquences proportionnelles administrées par des systèmes impersonnels. J'avais détruit Adrien en utilisant les lois, non la violence. Cela avait un pouvoir permanent que les coups n'auraient jamais. Le soleil commençait à se coucher sur Valence. Je terminais l'aquarelle du port en ajoutant les touches finales de lumière dorée se reflétant dans l'eau sombre. Hélène arriverait dans 2 heures pour dîner. Henri, Lucie et Raphaël viendront demain pour notre promenade dominicale habituelle. Béatrice appellera le week-end prochain pour planifier son mariage de juin, où je serai un fier parrain. Ma vie n'est pas extraordinaire selon les standards conventionnels. Je ne suis ni un artiste célèbre, ni un retraité parcourant le monde, ni une personnalité publique inspirante. Je suis un homme de 65 ans peignant des aquarelles modestes, marchant le long de la mer, partageant du temps avec des personnes qui ont choisi de m'aimer sans condition. Mais après des décennies à exister en fonction des autres, après des mois à orchestrer une bataille juridique pour sauver ma fille, après 40 ans à enfouir mon vrai moi sous des responsabilités nécessaires, finalement, simplement, complètement, je suis libre. Et cette liberté, conquise dans la douleur,